Bonsoir, merci d'être des nôtres. 21h, 23h, carte sur table ce mardi. 3 ans après la dernière session qui s'est tenue le 7 juin 2017 au Palais de l'Unité, le président de la République a convoqué à nouveau une nouvelle session du Conseil supérieur de la magistrature. Initialement prévu le 6 août, nous avons appris cet après-midi, ce soir, le report de cette rencontre au 10 août prochain. Outre l'entrée en fonction officielle des nouveaux membres, plusieurs dossiers attendent sur la table les membres de ce conseil. On peut notamment citer l'intégration de jeunes auditeurs, la promotion et nomination des magistrats du siège et ceux du parquet ainsi que de la chancellerie, mais évidemment et certainement des sanctions à l'encontre de ceux qui n'ont pas forcément dit le droit. On en parle dès l'entame de l'émission avec nos invités, tout comme ils respirent une forte odeur de remaniement à Yaoundé. Vrai ou faux, toujours est-il que la capitale politique vit au rythme des signes que pourrait ou non montrer Paul Biya dans ce dossier-là. On en profitera pour faire le point, peut-être le bilan, une forme de bilan du gouvernement Ndiongouté, qui, comme vous le savez, fait face en ce moment à des questions sécuritaires, sécurité, santé, éventuellement des élections régionales annoncées, et bien sûr également la construction des infrastructures sportives, peut-être aussi. On en parlera en deuxième partie de l'émission avec nos 4 invités. Maître Roger Bébé, René Roger Bébé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tango. Vous êtes du PCRN, merci d'être là ce soir. Je vous en prie. Maître Fidèle Ndjoumessi, bonsoir. Bonsoir, député, et bonsoir aux téléspectateurs de STV. Vous êtes du MRC. Évidemment. Merci d'être là. Je suis cadre du mouvement pour la naissance du Cameroun et c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de revenir sur ce plateau. Nous en sommes honorés. Maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir Jupiter, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je suis heureux de me retrouver en 2-3 jours sur votre plateau. Ben, vous êtes tout autant que les autres panélistes, certainement pertinents dans vos interventions pour le plaisir de nos téléspectateurs. Hervé Manuel, bonsoir. Bonsoir, Jupiter. Cadre du comité central du RDPC. Non, je suis militant du RDPC, membre titulaire, voilà. En fait, cadre, c'est comme si c'était mon employeur. Mon employeur, non, je suis militant. Non, c'était simplement pour lui donner une image du niveau de la structure. Il y en a qui aiment ça. Hein, c'est déjà un tacle au MRC. Alors, avec vous, je pense qu'Hervé ne maîtrise pas bien le personnel politique. Dans le personnel politique, il y a les militants, il y a les cadres, et il y a tous sont militants, en tout cas. Les sympathisants. C'est ça qu'on appelle le personnel politique. Les organisations politiques dans ce pays ont aussi du personnel, c'est-à-dire des salariés dont on n'a pas souvent... on n'a pas fait d'enquête pour savoir s'ils sont même militants. Il y a comme une confusion quand on voit un engagé, quelqu'un qui fait de la politique depuis longtemps, comme c'est mon cas, et m'appeler cadre, c'est comme si j'étais un salarié permanent du secrétariat général. Non, ce n'est pas le cas. Je suis un militant. Non, c'est un concept qui... la place sociale. Non, c'est un concept qui est essaie de catégoriser. Ouais, qui est propre au système politique. C'est-à-dire, dans un parti politique, les militants sont catégorisés. Il y a des catégories de militants. Les militants ne sont pas mis tous dans une même catégorie. Il y a même des partis de cadres. Oui, exact, il y a des partis de cadres. Chez nous, RDPC, c'est un parti de masse. Voilà qui introduit l'émission. On prend la transition pour le premier thème. Ben, je commence par vous, hein, Hervé. 3 ans d'attente. Les magistrats sont certainement impatients, ou alors tout le corps judiciaire qui est concerné par ces changements-là. Aussi les avocats, même s'ils ne sont pas directement concernés. Ils sont liés. Hein. Ils sont partie de la grande famille du corps de la magistrature ou alors du corps judiciaire camerounais. 3 ans d'attente, hein, c'est long. Qu'est-ce qui peut justifier cette attente-là? Le calendrier, l'agenda du président de la République? Bon, il faut que des organes, parce que ce n'est pas une institution. J'ai écouté sur des radios des propos genre session de Conseil supérieur de la magistrature. Juridiquement, il n'y a pas de session en Conseil supérieur. Il y a une tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que je ne dévalue aucunement sa valeur, son rôle dans la fluidité, la régulation de l'institution judiciaire. Mais
Le Conseil supérieur de la magistrature n'est qu'un organe administratif de management de l'institution judiciaire. Il a des aspects disciplinaires avec toutes les plaintes qu'il peut avoir contre les magistrats, mais il est essentiellement pour réguler les entrées, les sorties, les déplacements, le mouvement. Quand je l'ai dit, ce n'est pas pour justifier qu'on peut rester comme on veut, le tenir quand on veut, mais la Constitution fait que c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui est le juge de l'opportunité de la tenue de cette réunion. Donc tout autre débat sort du simple constat pour entrer dans un débat politique, ce qu'on n'interdit pas. D'accord? Bon, alors moi je suis heureux que ce conseil puisse se tenir d'abord parce que l'institution judiciaire a besoin d'aération du mouvement, la régularité, et puis il faut que ceux qui arrivent n'aient pas l'impression que l'ascenseur est bloqué. Vous comprenez? Donc ça a des implications, donc je trouve très pertinent et légitime que des interrogations viennent des uns et des autres, y compris même des simples citoyens comme nous, qui ne sont pas dans la famille. Bon, certains ont des intérêts parce que moi je vais provoquer mes camarades, mes amis tout de suite. Et justement, ça... Il y a des magistrats, des avocats qui ont peur du conseil parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on déplace leur correspondant magistrat. Et ceux qui sont contents, comme mon ami fidèle, qui va dire « Oh zut, enfin, alors, ce magistrat qui me bloquait les dossiers. Tel avait tordu le cou à mon dossier. Moi, je suis malheureux. Vous savez pourquoi? Non, dites-moi. J'ai depuis plus de 10 ans un dossier, une affaire qui est civile, qui est passée à la Cour suprême. Et on m'a renvoyé sur le 3e juge. Et celui qui prenait les décisions comme 3e juge n'a jamais rédigé le factum et sur quoi la décision. Et il a déjà fait plusieurs coups d'appel. Et j'espère qu'on ne va pas le renvoyer encore. Donc vous voyez, chacun a une raison de vouloir que ce conseil se tienne. Maître, évidemment qu'une telle attente a des conséquences. Hein. On peut en énumérer certaines. Oui, oui, il y a des conséquences pour la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Je suis surpris que Hervé dise que c'est le président de la République qui juge de l'opportunité. Non, l'opportunité n'est pas, de la tenue du Conseil n'est pas jugée par le président de la République, puisque c'est la loi qui fixe les périodes, la périodicité de tenue du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une fois tous les ans. Non, normalement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait se tenir tous les ans. Une fois. La loi dit une fois tous les ans pour examiner les dossiers disciplinaires et également voir comment faire la promotion des magistrats, parce que les magistrats aussi ont besoin d'être promus. Parce que les magistrats, c'est comme l'armée, c'est comme les éléments, les officiers de l'armée qui c'est un corps hiérarchisé. Oui, c'est un corps qui est hiérarchisé. On est premier grade, deuxième grade, troisième grade, et on occupe les postes en fonction des grades dont on bénéficie, dont on est titulaire. Et là, lorsqu'on passe 3 ans sans tenir le Conseil supérieur de la magistrature, ça a beaucoup de conséquences sur la carrière des magistrats. Et maintenant que le président de la République a décidé de tenir ce conseil, les magistrats doivent se réjouir, surtout ceux qui attendent la promotion. Il y a qui vont passer du premier grade au deuxième grade, certains deuxième, troisième, quatrième, et d'autres qui vont devenir magistrats en hiérarchie et qui iront à la Cour suprême, même si les informations qui nous parviennent font état de ce que, actuellement à la Cour suprême, il y a même des conseillers qui n'ont pas de bureau, non, ce qui démontre toujours que notre justice connaît toujours des problèmes d'infrastructure. Et au-delà de cela, nous pensons que la tenue du Conseil supérieur de la magistrature sera une bonne chose pour le fonctionnement de la justice. Parce que il y a des magistrats qui ont été formés pendant trois générations de magistrats formés et qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à émerger, hein, parce qu'ils continuent à toucher ce qu'on appelle... L'émolument ? Non, pas les émoluments, la bourse. D'accord, les bourses. Ils continuent à toucher l'EPSI et qu'ils ne travaillent pas pendant 3 ans. Il n'y a aucun magistrat qui ne travaille pas. Ils touchent, ils émargent sur le budget sans travailler. Donc, c'est des conséquences, on l'attend. Et il y a également les postes qui sont vacants. Hein.
Parce qu'il y a des magistrats, des responsables qui sont morts entre-temps. Le président de la Cour d'appel de l'extrême nord, dont on venait de faire les obsèques jeudi, je crois que c'était jeudi dernier, ici à la Cour d'appel de Douala. Donc il faut le remplacer. Le président de la Chambre de comptes qui est mort, le président de la Chambre administrative qui est mort aussi. Donc tous ces postes-là doivent être pourvus. Donc ça a des conséquences importantes pour le fonctionnement de la justice. Et nous notons que, bon, voilà, on vient de nous informer que le Conseil a été reporté au 10 et nous espérons que le 10, le président de la République, va être disponible pour tenir ce Conseil parce que il démontre déjà aux yeux des Camerounais qu'il n'a plus les capacités physiques pour gouverner ce pays. Et c'est pour ça que son agenda n'est plus respecté. La raison n'est pas encore officielle, mais il se sûr qu'il y a une visite d'État avant le 10. Le président nigérien. Qui impose, le 10 c'est lundi. Qui impose ce changement de calendrier. Donc on ne peut pas... Nous espérons, député. On annonce, je le dis, ce n'est pas encore officiel. On a fait la visioconférence. Dans les coulisses, on annonce la visite du président Mohamed Bouhari au Cameroun d'ici jeudi, qui fera un aller-retour. Maître Moustapha Ngwana, il y a également ce 109 au sein du Conseil, avec l'arrivée notamment du secrétaire permanent, le magistrat Abel Minko. Secrétaire général, oui. Voilà, qui remplace Foumanakam, le regretté mémoire. Il y a d'autres entrées dans ce conseil, notamment Ali Mamoudou, Malis Toutsopo et puis Bengone Somba. On peut dire que pour eux également, c'est du 109, je l'ai dit, ça peut avoir une incidence, un impact sur l'avenir même de ce corps. Il faut dire qu'on a le sentiment que la magistrature et même la justice de manière générale est grippée au Cameroun. Donc lorsqu'il y a du 109, lorsqu'il y a de nouveaux visages, on a des raisons d'avoir quelques espoirs que la situation puisse aller en s'améliorant. Donc on se dit que ceux qui sont déjà ankylosés au sein du Conseil supérieur, je dois le dire, parce que on déplore la qualité de notre justice. Or, le Conseil supérieur de la magistrature a des membres qui sont là depuis un certain moment. Et on n'a pas le sentiment que la justice qui est réclamée, même par le militant du RDP, c'est que voilà, est satisfaisante, puisqu'il vous a dit lui-même qu'il est victime d'un déni de justice, entre guillemets, parce qu'être avec la même affaire au tribunal pendant 10 ans, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et peut-être avoir un magistrat qui se déplace de cour en cour, et peut-être même de promotion en promotion, alors qu'il traîne avec lui des casseroles, ça fait problème. Donc je formule le vœu, parce que vous voyez, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas de pouvoir divinatoire pour pouvoir déjà préjuger de l'apport que feront ces personnes-là. Mais j'ai bon espoir que c'est du 109, ces nouvelles personnes qui auront peut-être à cœur de pouvoir faire leurs preuves. Ils auront également à cœur d'apporter du 109, parce qu'ils viennent tous du cœur même de la société. Ils sont au courant de toutes les récriminations qui sont faites à l'institution judiciaire. Donc nous formulons le vœu. Nous espérons qu'ils feront bouger les lignes. Quoique cela n'est pas très facile, parce qu'il faut le dire également, même les aînés qui ont eu le bonheur, ou bien le bonheur de plaider par devant le Conseil supérieur de la magistrature, ils vous disent très souvent que c'est très carré. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités offertes aux uns et aux autres de faire valoir leurs opinions n'importe comment. Donc c'est peut-être les avocats qui ont une certaine liberté, mais les membres très souvent ont des sentiments qui sont encastrés. Et il faut dire également que les magistrats sont très souvent, on ne peut plus hiérarchiser. Je ne veux pas être diseuse de bonne aventure ou de mésaventures, mais je prends par exemple l'hypothèse actuelle. Vous avez, d'après la loi, le ministre de la Justice et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous avez le secrétaire général qui est un magistrat beaucoup plus jeune que lui. Et de plus d'une dizaine ou près d'une vingtaine d'années même. Ah oui. La différence entre les deux est d'une vingtaine d'années, même peut-être plus. Absolument. Donc vous voyez, lorsque les deux se retrouvent ensemble, s'il faut faire un travail, j'ai pu vous avouer que c'est avec beaucoup de peine que le secrétaire général pourra faire valoir ses opinions par devant le vice-président en question. Donc il faut dire,
on a des espoirs, mais connaissant un peu la pratique nationale, on se dit que bon, que c'est à l'épreuve qu'on les jugera. Maître Roger Bébé, quelle peut être l'incidence au niveau du corps des avocats, le barreau? Vous avez évoqué tout à l'heure que vous également, les avocats, vous êtes en attente très... Ils ont des relations incestueuses très poussées pour certains. Maître Roger Bébé. Bon, je vais laisser à mon grand frère la responsabilité de son propos. Mais je voudrais déjà dire que vous avez cité les membres du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les nouveaux. D'accord. On aurait pu citer également Madame Roland Goïssi. Absolument, absolument. Voilà, du PCRN. Elle est suppléante. Elle est suppléante. Membre du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais elle est suppléante. Membre du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, donc on aurait pu la citer également, je voulais le faire, pour lui rendre hommage. Et rendre hommage au PCRN. Bon. Bon. Vous l'avez vu venir. Vous savez que les cabris sautent toujours. Il n'y a pas d'obstacle pour eux. Mais moi, je ne voudrais pas parler de l'incidence sur le barreau parce que c'est deux corps différents, même si nous avons des relations purement fonctionnelles. Vous comprenez? Par contre, s'agissant de ce qui peut motiver ou expliquer le retard de la tenue de cette assise, 3 ans, c'est quand même long. Bon, il y a déjà l'indisponibilité du chef de l'État qu'on peut comprendre. D'accord? Pas expliquer, mais je dis qu'on peut comprendre. Mais il y a aussi le fait qu'il faut se dire la vérité, ce conseil fonctionne aussi au rythme des rapports de force que le traverse. Parce que la magistrature, ce n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, comme tous les corps sociaux. Comme tous les corps sociaux, il y a des rapports de force très violents à l'intérieur. Donc, qui peuvent entraîner des blocages à un certain moment donné. Voilà. L'autre chose que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que on se satisfait ici de ce que la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature pourrait apporter pour les uns et les autres, notamment les magistrats qui doivent être intégrés, notamment ceux qui doivent être promus, etc., etc. Mais la question de fond, pour moi, la question de fond, c'est, on pourrait dire à 2 niveaux. La première, c'est que, qu'est-ce que c'est ce que nous appelons les enjeux, c'est-à-dire l'intégration, l'affectation, etc. Qu'est-ce que cela apporte de fondamental dans l'amélioration de la qualité de la justice qui est rendue? Qu'est-ce que cela apporte? Rien du tout. Ah bon? Rien, je veux dire, rien de substantiel. Attendez, monsieur député Tongo, grand frère Hervé, depuis que les mouvements se font à la justice, est-ce qu'on a cessé de déplorer la qualité de la justice qui est rendue? C'est non. On est d'accord là-dessus. Non, moi... L'autre chose, voilà. Oui. Mais il faut toujours espérer. Oui, bien sûr, on peut espérer. Mais cela n'empêche de dire que, vraiment, s'il faut changer pour changer, et c'est la même chose à peu près lorsque nous avons parlé du remaniement ministériel, de ce qu'on attend du remaniement ministériel. Vous comprenez? Donc, rien de fondamental. Pourquoi? Parce que, d'un, quel est le critère objectif qui fonde soit la promotion des magistrats, soit leur affectation à tel endroit ou à tel autre endroit? Vous avez l'impression qu'il y a des magistrats qui sont des magistrats à vocation purement urbaine et d'autres qui sont des magistrats à vocation purement rurale. Qu'est-ce qui peut justifier ce genre de disparité? Objectivement, rien du tout. Qui ne se plaint pas du fait qu'aujourd'hui, on ne rend pas la justice, mais on rend plutôt des services? Disons la vérité. Ah bon? Vous comprenez? Disons la vérité. Donc, qu'est-ce que cela apporte de fondamental? Rien de bon. On aurait donc pu, et on parle beaucoup plus de ça, le Conseil supérieur de la magistrature, comme si c'est quelque chose qui allait chambouler le rendu de la justice. Alors qu'à côté de cela, il y a d'importants défis qui se posent à la justice, notamment en termes de son arrimage à la modernité. Vous comprenez? Absolument. Bon. L'autre problème que je pourrais également évoquer à l'entrée de jeu, c'est quoi? C'est que on s'est beaucoup glorifié de la nomination de Monsieur le Président Abel Miko Miko comme secrétaire général du Conseil supérieur de la secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Là aussi, et mon excellent confrère Ngwana a abordé un peu la question des rapports entre le secrétaire et le ministre de la Justice.
Vous comprenez? Non seulement il est jeune en âge et dans la fonction par rapport au ministre de la Justice, mais il est encore magistrat. Et la magistrature a pour tutelle le ministre de la Justice. Vous comprenez? Et pour mieux comprendre la quintessence de mon propos, revenons un peu à la situation avant la nomination de M. Abel Miko Miko, où on avait M. Jean Foumanakam, qui était le secrétaire, mais qui cumulait aussi avec les fonctions de conseiller spécial du président de la République. Directeur des affaires juridiques de la présidence. Voilà, vous comprenez? Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que lors des traitements des dossiers, et notamment dans le cadre de pré-conseil, parce qu'il y a toujours un pré-conseil que c'est tient, en cas de débat, en cas de contrariété, il pouvait sortir un joker et dire ce que je défends là, ce que je propose là, ce sont les instructions du chef de l'État. Il pouvait le faire. Qui prendrait son téléphone pour vérifier auprès du chef de l'État si c'est vrai ou pas? Il pouvait donc, vous comprenez un peu? Absolument, influencer. Voilà. Donc, et Jean Fouman était également le plus ancien en fonction. Il était magistrat depuis 1961. Voilà. Donc, il était plus ancien que le vice-président du Conseil. Donc, les rapports de force étaient quand même différents. Pour moi, vraiment, il faut relativiser les choses. Voilà. Hervé. Cette analyse aussi pertinente qu'elle puisse être ne me satisfait pas parce que je pense qu'il faut rester dans l'équilibre des fonctions plutôt que dans l'appréciation des rapports de suzeraineté ou de préposition entre les hommes. D'abord, Abel Miko est hors hiérarchie, il n'a rien à attendre encore dans la promotion. Et on ne va pas le renvoyer. Encore que la loi prévoit même qu'on peut nommer à ce poste un magistrat de 4e grade. Absolument. Donc, ça devient une question de tempérament. Et quand on connaît Abel, on sait qu'il va faire son job. Et Maître Bébé a dit justement tout à l'heure, parce que moi j'ai fait la lecture de toute la littérature du pré-conseil populaire qui a lieu avant, et tous les tracts qui sont rédigés, des tracts apocryphes rédigés par les magistrats et les groupes d'intérêt. Bon, donc il faut quand même qu'on désire un peu ce voile. Et je pense donc que c'est pas parce que vous avez 45 ans, si vous êtes ministre, vous êtes ministre. Absolument. Si vous êtes incompétent, vous êtes incompétent, même si vous avez 70. Donc, si vous êtes secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, vous faites votre travail dans le périmètre qui est le vôtre. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le vice-président, qui est statutairement le ministre de la Justice, l'arbitrage revient au président du Conseil et à cette assise. C'est là qu'on trouve aussi, on doit aussi avoir des hommes de qualité. Ce ne sont pas des gens qui suivent comme ça. Il faut avoir des hommes et des femmes curieux, des gens qui disent, voilà ce qu'on a du retour de la population, parce qu'on veut une bonne magistrature. Pourquoi? C'est pour renforcer le sentiment de la confiance dans la démocratie. Une magistrature qui ne marche pas, elle porte atteinte à la confiance, au sentiment d'appartenance à une communauté de justice. Ouais. Donc, moi j'ai pris mon exemple où ça va faire 13 ou 12 ans, malgré le fait que sur tous les trois, je suis membre titulaire du comité central, je suis victime de l'allure de la justice et du comportement de certains magistrats. Donc moi je pense que c'est un très grand moment de justice et qui doit être mené d'une façon claire, transparente et qui donne des réponses aux attentes entre-temps des populations, des gens qui se croient victimes du fonctionnement de la justice et qui doit sanctionner. Je voudrais revenir sur quelque chose que Fidèle a dit, peut-être, bon, ils sont au quotidien dans la famille judiciaire. J'ai 2 neveux qui sont magistrats et à l'extrême nord. Et je crois que dire ici qu'il y a des magistrats qui n'ont pas d'affectation inexacte. Ils sont en retard pour poursuivre leur carrière. Parce que 3 ans, ce n'est pas la vitesse normale. Mais tout magistrat sorti, peut-être se tourne les pouces par habitude, mais est affecté à une cour. Je vous dis ça, ou au ministère. Donc, ne surjouons pas. Ce moment est un moment ordinaire de la vie publique. Il doit produire des effets pour renforcer le sentiment et la confiance qu'on a à la justice. Avant de prendre M. Moustapha, comment on rattrape ce retard dans l'avancement? Ce retard, d'abord sur le plan financier, on le rattrape, hein, n'est-ce pas? Bon, et sur le plan même de la carrière, on le rattrape puisqu'on reconstitue les évolutions de la carrière. Si vous devez... de la date de sortie. Voilà. Alors, M. Moustapha Ngona, M. Roger Bébert, quand même, il faut le dire, il a mis les pieds dans le plat. Parlant de ce volet disciplinaire des magistrats, et c'est un corps qu'on accuse
comme beaucoup, hein, comme d'autres. Il me semble d'ailleurs que dans l'un des derniers classements C'était le corps de le la plus corrompu. corruption au Cameroun, C'était l'un des- par Transparency, c'était je crois le premier, ou l'un des plus... Avant les douaniers. Oui, avant, ou alors ils se battaient Les pour impôts. pour les premières places. Je veux dire que ça également, c'est un élément qui rentre quand même dans les critères d'appréciation de justice, encore qui semble vraiment être un caillou dans la chaussure des institutions. Avant de répondre à votre question, j'ai quand même envie de dire que ce serait méconnaître la réalité que de prétendre qu'il n'y a pas une incidence sur le barreau et le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que, voyez-vous, il y a des magistrats pour lesquels nous prions. Absolument. Nous prions pour qu'ils soient dégagés. Oui. Et il y en a pour lesquels vous êtes des collecteurs de taxes. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. d'accord. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ah oui. Je peux me vanter d'appartenir à cette catégorie d'avocats qui n'a jamais frayé dans le milieu de la justice. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Et je peux le dire à mon dos vision. Voilà, on n'est pas Je crois, confessionnel. non, on n'est pas confessionnel, ça c'est sûr. Mais je crois en la justice. Je l'ai chevillé, bien sûr, je l'ai chevillé au corps. Alors donc quand je le dis, il y a une incidence, le barreau, il y a une incidence. Parce que voyez-vous, il y a des villes, il y a des villes dans lesquelles on ne peut pas se permettre que, c'est vrai, pas seulement des villes, on ne peut pas se permettre que par exemple des chefs de juridiction soient des sujets d'enlisement de la justice. Malheureusement, il y a des chefs de juridiction qui appartent la République en ayant toujours des positions de pouvoir, mais qui malheureusement ne sont incapables de rédiger une décision. Vous vous rendez compte que vous avez une décision qui a été rendue il y a 3 ans. Il y a 3-4 ans. et Maître consort. Kengoum. Vous vous demandez, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que celui-ci comment est-ce qu'il a fait pour être chef de juridiction. Parce que c'est surtout ça le problème. Donc, ça dit que cela finit par décrédibiliser l'avocat. Parce que parce qu'il y a une dimension de prévisibilité dans la justice. C'est-à-dire que lorsque vous avez des faits bien particuliers, vous avez une décision que vous êtes censé attendre. Et parfois, non seulement vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas la décision, même lorsque vous l'avez, vous passez des années sans qu'elle ne soit jamais rédigée. C'est un véritable déni de justice. Absolument. Pourtant, vous avez bien et bien des textes qui prévoient le délai qui exigent qu'au moment du prononcé, la décision doit être intégralement ou bien entièrement rédigée. Et vous dites qu'il n'y a pas de sanction. Ils vous disent qu'il n'y a pas de sanction. C'est ce qu'ils vous disent. Donc vous comprenez qu'il y a bel et bien une incidence. Lorsque vous avez un client, par exemple, il y a des clients, par exemple, j'ai des confrères qui sont retrouvés avec des clients qui ont douté de leur capacité à pouvoir travailler. Ils avaient fait tout ce qui relevait de leur ministère. Une décision a été rendue. Il apparente les couloirs d'une juridiction pendant 1 année, 2 années, et qu'on il ne parvient pas. Le client vient retirer le dossier. J'ai vécu des situations ubuesques comme ça, où le client vient retirer le dossier, il décide d'aller lui-même faire des diligences. Il va faire des tours auprès de la cour d'appel en question, et au final, il revient remettre le dossier à l'avocat, il dit que vraiment le jour où il faut prier le bon Dieu pour que ça puisse se dénouer. C'est des choses comme ça qui arrivent dans la justice de notre pays, et c'est bien malheureux. Et malheureusement, ces derniers sont ceux qui sont constamment promus et qui sont constamment patrons de juridiction. Et c'est bien dommage. On souhaite quand même qu'il y ait, nous les avocats, qui travaillons au quotidien et qui ne savons rien faire d'autre que travailler dans le milieu de la justice. Nous souhaitons au moins... Après, pour les avocats qui travaillent, c'est ce que je dis bien. parce qu'il y a les avocats qui achètent aussi les décisions de justice. Il faut qu'on aborde ça. Oui, c'est vrai. En plus. Donc, je le dis, nous souhaitons que des magistrats de qualité dirigent les juridictions. Parce que très souvent, l'impulsion vient du chef de la juridiction. Oui. Lorsque vous avez un chef de juridiction qui met 1 an, 2 ans pour rédiger parfois ne serait-ce qu'une décision de défense et exécution, vous comprenez? Ça finit par créer un effet domino. Il y a une espèce de métastase qui atteint toute la juridiction en question. Vous comprenez? À ce moment-là, on est en difficulté. Donc les avocats sont en difficulté. Vous avez une décision que vous n'allez pas exécuter. Et cela est encore incompréhensible lorsque vous avez la clientèle internationale. Parce qu'ils ont des standards qui ne sont pas les nôtres. Vous n'arrivez pas à pouvoir leur expliquer qu'on a rendu une décision et que 2 années après, vous n'êtes pas même de pouvoir l'exécuter. C'est hors norme. C'est hors norme. Et dans des circonstances comme celle-là, on doute même de votre capacité, vous, avocats. Donc le barreau est atteint de plein fouet lorsqu'il y a des situations comme celle-là. Maintenant, vous avez évoqué la question de la corruption. Je le dis, c'est une gangrène
il faut absolument que... Il y a des jours où je sais pas, je mène des réflexions personnelles. Je demande s'il ne faut pas interdire carrément la possibilité, par exemple, pour les individus de rencontrer les magistrats. Parce que, malheureusement, il faut le dire, la corruption, au-delà de la mauvaise qualité de la justice qui est rendue, qu'on soit tue l'effort. Parce que vous remarquerez au quotidien que ceux qui pratiquent la corruption comme sport, ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de travailler. Ils ne sont jamais à la cour. Ils arrêtent de travailler. Et l'image de la justice finit par être atteinte de plein fouet. La qualité des décisions. Je vous prends il y a des choses simples qu'on peut examiner par soi-même. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, par exemple, pourquoi est-ce que le recueil de décisions de la Cour suprême ne sort plus? Il y avait un bulletin des arrêts de la Cour suprême qui sortait chaque année. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas ça c'est un jugement que j'ai fait personnellement, le bulletin des arrêts ne sort plus parce que vous pouvez vous retrouver avec la même situation, avec 3 décisions contradictoires. Oui. Je l'ai eu par exemple pendant le contentieux des élections, où au sein de la même juridiction, à la Cour d'appel, au tribunal administratif littoral, on a rendu le même jour 2 décisions contradictoires sur la même question de droit. En Gouloumakong, dans le sud, on a rendu une décision qui était différente des 2 décisions rendues dans le littoral. À un moment donné, vous demandez quand même, il y a un problème. Ce sont des costumes sur mesure. On fait un costume sur mesure, alors que nous, juristes, on définit la jurisprudence comme un ensemble de décisions suffisamment concordantes, rendues sur une question de droit donné. C'est la décision technique, vous comprenez? Alors si, et ça fait que les avocats sont aujourd'hui dans l'impossibilité de délivrer ce qu'on appelle les certificats de coutume. Certificat de coutume, c'est-à-dire la position du droit camerounais sur une question de droit donné. On est incapable de donner les certificats de coutume. Vous voyez, donc ça dit qu'on a le sentiment qu'il y a des décisions qui sont taillées sur mesure, comme pour emprunter l'expression qui vient de m'être prêtée. Vous vous retrouvez avec tout ce foisonnement-là, on ne peut plus en difficulté. Donc, il faut trouver absolument le moyen de pouvoir chasser la corruption au milieu judiciaire, et il faut aussi promouvoir la méritocratie. Oui. Parce qu'il faut le dire, on a le sentiment que les médiocres sont ceux qui avancent le plus rapidement. Et ça frustre ceux qui travaillent. Il y a beaucoup de magistrats qui sont on ne peut plus compétents, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui veulent travailler et qu'on sort. Mais lorsqu'on vous met un patron qui à l'école était le dernier d'entre vous, et je vous assure, il s'installe ce qu'on appelle la kakistocratie. Il s'arrange à ce que ce soit les médiocres au sein de la juridiction qui le remplacent. En même temps, toute proportion gardée, ne laissons pas l'impression que ceux qui sont souvent promus sont ceux qui sont... Non, j'ai dit que très souvent. J'ai dit malheureusement. Pour la clarté, oui, pour la clarté de... Non, député, il y a un problème. Ce sera le temps de parole de... Pardon, Maître Ngouana touche quelque chose qui est très sensible. Une seconde, je vous en prie. Voilà. Il voulait juste rebondir et puis... Oui. Si j'ai dit tout à l'heure que le mouvement, ce que nous attendons, là, le Conseil supérieur de la magistrature, je n'attends rien par rapport au barreau, parce que nous sommes 2 corps qui fonctionnent. Je ne voulais pas dire que les effets pervers du fonctionnement des magistrats n'impactent pas sur le barreau. Mais je voulais simplement dire, cher confrère Ngouana, quand vous dites qu'à Douala, par exemple, les avocats seraient contents d'attendre que tel magistrat est viré. Mais il va où? Il va à Yaoundé, il va à Bafoussam. Il y a des avocats là-bas. On n'a donc rien changé. Rien ne change donc par rapport aux avocats. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport comment je dirais, aux décisions qui sont rendues de manière contradictoire sur la même question de droit, je voudrais juste vous renvoyer à ce que disait Blaise Pascal. Trêve de justice que borne une rivière, vérité en deçà des Pyrénées, au-delà. Trace el mundo, el Pyrénées. Non, là, par contre, je ne suis pas satisfait de cette conclusion. Mais ce que M. Ngouana a dit tout à l'heure était pertinent. On ne peut pas bâtir une carrière qui soit uniquement mécanique. Il faut qu'il y ait de la récompense pour ceux qui font preuve de beaucoup de dynamisme, de sérieux et qui respectent. Parce que la justice est au cœur de la démocratie, vous comprenez? La justice est au cœur de la démocratie et c'est dans la confiance dans la justice qu'on est en sécurité. Tout à fait. Avant d'avoir la police et la gendarmerie, c'est d'abord la justice. Quand vous vous trouvez devant une situation où, comme disait Moana tout à l'heure, il n'y a pas une norme, et on vous dit la même chose, on vous dit 2 choses sur la même question à 2 endroits qui sont à peine séparés de 200 mètres. Ce n'est pas acceptable. Et il y a quand même un problème parce que si la justice, la promotion dans l'appareil judiciaire demeure mécanique,
il y a un effet de sclérose qui atteint certaines instances. Et je vous dis, depuis que je me suis frotté à cette situation où je suis au Cameroun et je suis empêché parce qu'on ne me remet pas une décision et qu'on me laisse des moyens au moins de l'attaquer, j'ai perdu mes droits de justiciable. C'est inacceptable. Donc le Conseil supérieur de la magistrature devait avoir cet aspect de sanction, d'accélération de carrière et de mise en lumière. Les jeunes, quand ils sont en contact... Bon, parlant des avocats... En une seconde. Oui, je m'excuse pour les avocats. Tout le monde sait ce qui se passe. Non, je ne sais pas. Oui, bon, je peux mettre le pied dans les plats. Allons-y, bon, nous sommes là pour ça. Il y a des cabinets d'avocats ici, dans ce pays, qui, vous ne verrez jamais un avocat plaider. Est-ce parce qu'il n'a pas la structure, la musculation intellectuelle suffisante, ou parce qu'il n'a plus besoin de plaider? Et il vous apporte des décisions de justice. Ce sont ce qu'on appelle les avocats d'après 18 heures. Il fréquente beaucoup de magistrats. Quand tous les tribunaux sont fermés. Il fréquente les magistrats. Et les lionceaux, comme Guana qui devient un lion maintenant, peut-être qu'il va se calmer aussi, et ce serait dommage. Les lionceaux, ils sont là, ils se trouvent devant une situation où parfois on les traite d'impertinents, n'est-ce pas, d'outrage à magistrat, alors qu'en fait, la vie de la magistrature, l'avocat doit demeurer totalement indépendant et défendre la vérité. Donc, cette situation, le Conseil supérieur de la magistrature devait être l'instance. Mais est-ce qu'il y a eu autant de plaintes qu'il faut? Parce que les gens ont peur des magistrats. Hein. Si vous êtes comme moi, vous faites un effort de ne pas commettre des délits, vous pouvez permettre ce genre d'intervention. Mais il y a des gens qui savent qu'ils vivent dans le mal et ils s'accommodent de comment on traite le mal avec le Muntaïga. C'est les mots qui minent la magistrature et les mots pour lesquels le Conseil, évidemment, devrait trouver des solutions. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à Hervé. Je voudrais recadrer un peu Hervé sur la accusation portée contre les avocats. Vas-y, dis-moi si c'est pas vrai. Je n'ai pas mes deux avocats. Une violence subtile. Hein? Je ne donnerai pas les noms et je les connais. Ils me connaissent aussi. Non, il ne faut pas que les auditeurs pensent que les avocats obtiennent les décisions sans plaider. La plaidoirie n'est pas obligatoire déjà. Il faut relever que la plaidoirie n'est pas obligatoire. Et il faut dire aussi que à cause de la situation de notre pays, c'est-à-dire du mauvais fonctionnement de la justice, du fait de l'insuffisance du personnel et même d'infrastructures, les plaidoiries deviennent un peu rares. Mais il n'y a plus d'avocats défenseurs au Cameroun, il n'y a que des avocats conseils. Il faut écouter Hervé, parce que il faut écouter, parce qu'aujourd'hui... La profession a évolué, la profession a évolué, il faut le dire, la profession a évolué sous toutes les latitudes. Il y a des avocats, par exemple, il y a des avocats qui ne font que le counseling. Aujourd'hui, on se permet d'avoir des avocats qui sont complètement bègues. Ils n'ont pas besoin de prendre la parole. Spécialisation. Bien sûr, il faut un montage juridique uniquement et consort. Donc on ne peut pas dire que c'est en train de se faire au Cameroun. Mais il faut également dire qu'il y en a qui ne plaident pas aussi parce qu'ils ont les méthodes qu'évoque... Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de procédures qui sont essentiellement écrites. C'est ça. En matière civile et commerciale, on n'a pas souvent besoin de plaider. Et quand vous avez même la volonté de plaider, parfois, les rôles sont tellement surchargés que vous avez même pitié du magistrat pour demander de plaider. Donc c'est pour ça que nous nous limitons souvent aux écritures. Tout à fait. Bon, c'est au pénal seulement que les plaidoiries sont obligatoires. Et le pénal n'est pas le pan le plus essentiel de notre métier. Il ne nourrit pas beaucoup. Bon, donc, au-delà de la corruption, il y a certains mots qui continuent à miner notre justice. S'il faut parler du personnel magistrat, je pense que Mme Guana l'a relevé tout à l'heure, il y a cette affaire d'incompétence. Et que le plus souvent, le Conseil supérieur de la magistrature ne prend pas cela en compte. Parce que on voit souvent des magistrats qui sont à certains postes et leur façon d'interpréter la loi ou bien d'appliquer la loi surprend. Et parfois, on se demande s'il a vraiment fait ses humanités à l'université. Donc, nous pensons que le Conseil supérieur de la magistrature devrait tenir compte de la compétence. Parce que le plus souvent, on a même l'impression qu'un magistrat est corrompu alors que c'est l'incompétence.
Parfois, parfois il n'a pas compris. Donc, il y a cette affaire d'incompétence et que le plus souvent, pour corriger ça, je pense qu'on organise souvent les séminaires de mise à niveau, mais jusque-là, ce n'est pas toujours suffisant. Et d'autres mots qui minent encore notre justice, c'est l'insuffisance du personnel. Insuffisance d'infrastructures qui font que vous allez en justice, comme N'Guana a parlé tout à l'heure, on a la prévisibilité. Quand vous avez une affaire, vous confiez à un avocat, il analyse le dossier. L'avocat, normalement, parce que le droit, c'est comme les mathématiques. L'avocat sait si le dossier peut aboutir en fonction de la loi, comment on applique la loi et tout ça, ça va donner telle chose, tout ça. Et il sait à quel moment, il devrait savoir à quel moment on peut avoir une décision. Mais aujourd'hui, vous saisissez la justice, et au bout de 4 ans, 5 ans, vous n'avez pas une décision. C'est la météo. Vous n'avez pas une décision. Parce que le magistrat, parfois, a beaucoup de dossiers. Il vient avec 500 dossiers au commercial, 500 dossiers au civil, 1000 dossiers au pénal. Et tout ça, il est dans le pénal, il est dans le social, il est dans le civil. Et tout ça, parfois, il est même perturbé, il est même embrouillé. Et le plus souvent, il rend des décisions même sans avoir bien pris connaissance du dossier. Parfois, le magistrat a une décision, après vous venez le voir, il dit non, mais moi je n'avais pas prêté attention à cela. Donc, je veux dire quelque chose, au sujet de l'incompétence. Moi, je pense que l'incompétence n'est pas le plus grand mal de la justice camerounaise. Lorsqu'on est habité par le sentiment de justice, même lorsqu'on a une connaissance approximative des textes, on fait l'effort. On est quand même pénétré par les arguments. On est pénétré par la vérité des faits. Mais malheureusement, les gens se cachent parfois derrière l'incompétence pour commettre l'irréparable. Parce que la justice, au-delà des textes et consorts, il y a ce que nous appelle l'intime conviction du juge. Vous avez défini l'intime conviction, c'est-à-dire que ce n'est pas l'intime conviction ne relève pas de la connaissance parfaite de la loi. Il faut que vous puissiez être pénétré par la justice. Même si vous êtes incompétent, lorsque vous êtes au contact des faits, à l'exposé que font les avocats et consorts et tout, j'imagine quand même qu'il y a des prérequis que chaque acteur de la machine judiciaire a pour pouvoir au moins cerner des questions élémentaires. L'incompétence peut se poser pour des domaines particuliers, des domaines spécialisés. Mais malheureusement, la plus grande gangrène, c'est la corruption. Et il faut également le dire, nos magistrats sont les plus mal payés de l'Afrique francophone, carrément. Exact. Vous comprenez? En fait, on a le sentiment, quand on voit le fonctionnement de notre société ou même de la fonction publique en général, qu'on vous donne très peu pour vous soumettre, aux besoins et vous contrôler carrément. Parce que j'ai cité dernièrement Jean Racine qui disait « Sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie ». Je me rappelle d'un magistrat qui était ici à Douala. J'ai vu des jeunes confrères qui se moquaient de lui parce qu'il avait trouvé en train de manger dans un endroit mal famé. C'était un magistrat qui était également relativement jeune. Alors, lorsque j'ai entendu, j'ai dit que mais où auriez-vous voulu que ce monsieur puisse manger? Lorsque vous êtes un fonctionnaire de ce niveau-là, on vous donne, je ne sais pas, environ on vous donne peut-être 300 000 ou bien un peu moins. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir une maison à Douala? Vous permettre d'aller manger au Bourges, je ne sais pas, dans un restaurant d'un certain niveau. Pourquoi au Bourges? Pourquoi il n'irait pas en commande? Voilà. Donc, une façon de dire que, au-delà des récriminations qu'on fait également, il faut qu'il y ait une véritable volonté. Il faut qu'il y ait une véritable volonté de la part de l'administration de donner aux magistrats des conditions acceptables. Parce que, comme je disais, on dit sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Lorsque vous voyez un magistrat, c'est une personne honorable. C'est une personne dans une société on l'élève dans la société. Mais il faut qu'il puisse se suivre également avec toutes les mesures d'accompagnement. L'article 2. Une espèce d'article 2, si on voudrait bien. Vous comprenez? Donc il faut que ce soit également amélioré parce que ça ne sert à rien de prendre son marteau et de frapper sur le magistrat à tous les coups, alors qu'ils ont également des problèmes existentiels. Ils doivent construire des familles, ils doivent pouvoir préparer la retraite et tout ça. Et vous imaginez qu'une personne avec autant de responsabilités gagne une misère à la fin du mois.
Vous comprenez? Donc tout ça doit également être amélioré. Et pourquoi est-ce que les pays qui sont au même niveau que le Cameroun, ou bien à un niveau inférieur, payent mieux leurs magistrats que le Cameroun? Donc ça veut dire que tout ça a des incidences sur la qualité de la justice. Parce qu'ils sont des êtres humains, ils ont besoin de vivre décemment. Merci. Je ne suis pas leur avocat, mais au moins tu l'es là. Mais je suis acteur de la machine judiciaire. Il faut que les choses fonctionnent normalement pour que nous puissions en tirer le meilleur parti. Absolument. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la brillante plaidoirie de Maître Ngwana, parce que je viens d'un milieu où les gens gagnent énormément d'argent, mais ils sont corrompus aussi. J'ai des amis qui gagnent plus d'1 million d'euros par an et qui sont dans la corruption. Les grandes histoires que vous entendez ne sont pas souvent les histoires des gens mal payés. Je crois qu'il y a là une dimension morale qu'on doit convenir tous pour dire que si vous n'aimez pas ce métier parce qu'il ne vous paye pas assez, allez faire un autre métier. Et ils sont à un endroit où ils voient des enjeux entre des groupes d'intérêts assez importants et souvent la tentation, parce qu'ils ont une faiblesse morale, fait qu'ils sont embarqués dans cette histoire et du coup, ils s'affaiblissent. Donc, je ne suis pas d'accord avec Maître Ngwana. Il faut qu'on donne suffisamment de moyens à la justice, à l'institution judiciaire, des moyens personnels, des moyens en infrastructure. Ils sont en retard, par exemple. On a imposé aux magistrats, avant de donner une décision, de rédiger le factum. C'est ça? Absolument. Ben, vous avez des magistrats qui sont incapables d'écrire le factum et qui regardent le greffier qui n'a plus de place là-dedans. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour revenir, je pense qu'on doit avoir au moins une justice de qualité avec les moyens qu'on a. Il faut donc renforcer des services comme l'inspection. Je suivais l'histoire un peu de la magistrature aussi dans notre pays, et vous voyez que le service d'inspection n'est plus visible comme il devrait l'être. Avant que le Conseil supérieur de la magistrature siège, on devrait regarder le dossier de chaque magistrat dans la promotion. Combien de fois il a rédigé les factums? Exact. Depuis combien d'années il traîne le plus ancien factum? Dans mon cas, ça fait 10 ans. Bon, et vous avez aussi les magistrats. Combien de fois il y a eu de plaintes? S'il n'y a pas eu de plainte, est-ce qu'il y a des inspections dans les tribunaux? Donc c'est un ensemble, Maître Ngwana, et il ne faut pas trouver en disant ils ne sont pas bien payés, alors ils doivent voler. Non, moi je ne l'ai jamais dit. Moi je suis protestant. Donc, je ne l'ai jamais dit. Les catholiques peuvent... Non, tu ne l'as pas dit, mais je dis ceux qui le disent. Ou ceux dans leur corps qui le disent. Les catholiques peuvent mentir tout le temps, ils vont au confessionnal à chaque messe. Mais chez nous, il n'y a pas de confessionnal. On va le dire comme ça. Non, ils vont au confessionnal. Mais donc, il ne faut pas que la situation matérielle devienne la Libye pour fausser une institution qui est au cœur de la démocratie. Et vous l'avez évoqué, je prends quand même cet angle. Je veux dire qu'au-delà de vos spécialisations professionnelles, vous êtes aussi des hommes politiques. Donc, tous les trois sont des politiciens. Bah, disons-le comme ça. Alors, évidemment... Et vous êtes homme politique. On l'a dit tout à l'heure, la qualité de la justice est quand même un élément assez important dans la construction de l'état de droit. Et l'état de droit. Ben oui, Maître Tchungandi, quand vous voyez un palais de justice, vous savez où vous vous trouvez. Il faut des palais de justice qui reflètent la place que la justice a dans une démocratie. Et de ce point de vue, donc, quel peut être le rôle, l'enjeu de cette session pour justement contribuer... C'est pas une session, c'est une tenue. Pardon, cette tenue... Une réunion. Oui. Une réunion, oui. Pour contribuer, oui, Maître Roger. Oui, je voudrais d'abord dire que par rapport à tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui devrait être fait pour améliorer la qualité de la justice. Je dis qu'il faut beaucoup plus insister sur la formation de l'homme. Oui. La formation. Et cette formation, on peut la concevoir sur le plan technique, c'est-à-dire la maîtrise dans le maniement des concepts juridiques, mais la maîtrise des lois, n'est-ce pas, la maîtrise de la jurisprudence, et ainsi de suite. Donc, il y a d'abord cette formation technique. Mais il y a aussi la formation morale. Il y a aussi la formation morale. Ce sont ces deux pans qui, s'ils sont réunis en une personne, peuvent faire d'elle un juge. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour lancer une boutade, je dirais que les juges, parce qu'ils sont des humains, il faut leur donner un peu de vin, parce qu'il semble que le vin rend humain. Ah bon? Oui, c'est ce moi, que je crois qu'on devrait les former avec les avocats. C'est ce que c'est ce que disait un grand magistrat français, dont la décision
dont une décision rendue dans une certaine circonstance avait donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de nécessité et qui est consigné dans notre code pénal à travers l'article, je crois, 86. Exact. Voilà. Que maître Ndjoubessi doit bien connaître, pour des raisons évidentes. Pour des raisons politiciennes. Nécessité fait loi. Voilà. Voilà. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, vous le voyez, nous sommes tous d'accord que nous n'avons, et c'est ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, les mouvements qu'on va faire, affecter tel à tel endroit, ainsi de suite, ne sont basés sur aucun critère objectif, Et ça, c'est un problème. connu de tous. Tout à fait. Sauf quand il y a une décision parce qu'il y a une plainte. Par et exemple, qu'elles ont été sanctionnées. et sanctionnées, exact. Encore que ça n'arrive pas très très souvent. Oui, c'est pas parce qu'on l'interdit, c'est parce que les gens ne recourent pas à ces moyens-là. Voilà. Moi, je devrais par exemple poursuivre le magistrat qui ne me rend pas de décision depuis 10 ans. Mais vu ma position, je m'interdis de le faire. Pourquoi? Parce que... On ne contribue pas non vous plus à contribuez l'amélioration pas de la à qualité de la justice. Je fais mea culpa parce que nous avons un système de communication qui fait que lorsque vous voulez la réalisation objective d'une situation, c'est ramené souvent à des problèmes personnels. Vous comprenez? Et c'est difficile. Et quand vous pensez que ce n'est pas indispensable pour la suite de votre vie, vous dites, bon, je passe. C'est de la lâcheté, c'est une forme de lâcheté, je le dis. Parce que normalement, ces magistrats ne devaient pas continuer à exercer. D'accord. Donc, d'autre part, ce que le Conseil supérieur de la magistrature pourrait jouer comme rôle, c'est d'améliorer le service de la justice. Pourquoi? Parce que je prends deux axes. Tout d'abord, dans la construction d'un état de droit, on a besoin forcément d'une justice opérationnelle et efficace. Et le grand frère Hervé l'a dit tout à l'heure, en citant le bâtonnier Tchungang, pour connaître l'état d'une nation, c'est-à-dire pour connaître la fécondité, le dynamisme d'une démocratie, c'est la justice, les avocats, les il faut aller visiter son palais de justice. Voilà. Il faut aller dans les palais de justice. Donc, la justice permet de consolider l'état de droit. Absolument. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, vous ne pouvez pas promouvoir votre économie, l'économie, sans justice. La justice joue un rôle important dans l'attractivité des investisseurs, dans la captation des financements étrangers, directs ou indirects, pour promouvoir le développement et donc apporter de la croissance dans un pays. C'est pour ça qu'il nous faut une justice juste et non injuste. Et d'ailleurs, grand frère Hervé l'a dit tout à l'heure, les protestants, nous sommes tous des croyants ici. Dans la Bible, on vous dit que le sel permet d'agrémenter la sauce. Alors, si le sel perd donc de sa saveur, vous comprenez, la justice est l'organe qui régule tous les rapports dans la société. Qui conforte le sentiment d'appartenance à la une nation. C'est la justice. Voilà. Voilà donc. D'accord, pour sortir, peut-être si on a des vœux pour ces assises, des attentes, que pourrions-nous en dire? On ressort de ce thème-là par cela, Maître Fidèle Ndjoubessi. Oui, à la suite des autres, je dirais que la justice concourt à la stabilité dans les affaires, également même à la sécurité des citoyens. Parce que lorsqu'il n'y a pas de justice, on est en insécurité totale. Absolument. Insécurité totale. Parce que vous pouvez perdre vos biens et aller vous plaindre à la justice et ne pas avoir et ne pas recevoir la loi ne pas être rétabli dans ce droit, c'est dangereux. Absolument. Et c'est ce que nous connaissons tous les jours dans la pratique quotidienne de nos métiers. Des gens qui perdent leurs biens et que la justice ne leur restitue pas. Quand la justice ne peut pas restituer, et là, il n'y a plus état de droit. Parce que dans un état de droit, on doit être rassuré d'accéder à la justice. Il faut qu'on accède à la justice et qu'on puisse appliquer de façon égale à tous les citoyens les mêmes règles. Et c'est ça qui garantit, comme a dit Hervé, l'appartenance à la nation. On est dans son pays, on peut marcher étant fier, parce qu'on se sent protégé. Quand il n'y a plus de justice, on est en insécurité totale. Et là, il n'y a plus d'assurance. C'est le tour de table. Oui, c'est le dernier tour de table. Merci Moussa Fangouana. Je dois dire que je formule effectivement des vœux qu'au sortir du Conseil supérieur de la magistrature du 10 août prochain, que nous ayons le sentiment que
les voix qui grondent dans les palais et dans les cabinets d'avocats puissent être entendues. Il y a des magistrats qu'on doit absolument mettre dans les rangs. Il y en a également qu'on doit absolument extirper de la magistrature. Oui. Parce que voyez-vous, il y a un magistrat qui était très célèbre dans le cadre de l'opération Épervier qui a été éjecté. Mais il a été éjecté pour une affaire qui datait près d'une trentaine d'années. Oui. Vous voyez que lorsque un individu commet un forfait d'une gravité avérée, puisqu'il va faire l'objet, puisqu'il sera révoqué plus tard, on le laisse quand même exercer pendant 20 ans pour se réveiller un matin pour des raisons de couloir à le débarquer. Moi, ça me pose problème. C'est pourquoi la régularité de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature est également un vœu qu'il faut formuler. Oui. Peut-être que c'était un vœu pieux, mais il faut le formuler parce que lorsque vous voyez, il y a des conseils de discipline. On organise un conseil de discipline. Vous voyez, on a décision 20 années après. Mais celui qui était déjà mauvais, gangréné, ce qu'il fait, c'est que c'est la métastase. Il continue à pourrir le fonctionnement de la machine. Donc nous souhaitons qu'il y ait du sang neuf. Nous souhaitons également que les prorogations abusives de départ à la retraite, qu'on puisse y mettre... C'est 70 ans même. Qu'on puisse y mettre un terme. Non, 65 ans, je crois. Ils essayent de demander d'obtenir 70 ans. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut qu'on arrête ces prorogations intempestives. Il faut qu'on n'ait pas le sentiment que l'ascenseur est bloqué. Il faut que toutes les générations aient la possibilité de pouvoir bénéficier de l'ascenseur social sur le plan professionnel. Donc, ça, c'est entre autres vœux que nous formulons. Mais il faut que les chefs de juridiction, qui sont l'impulsion même de la justice, et qui, pour certains, ne satisfont pas à la mission qui est la leur, puissent être mis de côté, qu'on puisse leur donner des chefs qui vont faire le travail qu'ils n'ont pas accepté de faire. Parce que l'impulsion de la qualité de la justice dans une juridiction vient du chef de juridiction. Celui qui contrôle ces magistrats, il peut leur retirer le dossier lorsqu'ils sentent qu'ils ont une espèce de parti pris, un conflit d'intérêt et consort. Donc il faut absolument que des chefs de juridiction soient des personnes d'une compétence et d'une probité avérée. Merci. Qu'on n'ait pas le sentiment qu'ils vont de juridiction en juridiction parce qu'il y a un copinage incestueux qu'on entretient avec des personnes qui ont la possibilité de les placer là où ils sont. Maître René Roger Bébé. Oui, pour sortir de ce thème, je formulerai deux souhaits, deux vœux. Le premier, c'est au niveau de la sélection même de ceux qui doivent faire partie du corps de la magistrature. Donc, il faudrait que l'entrée à l'ENAM constitue un filtre. Oui. Un filtre. Donc vraiment... Il faudrait enlever la formation de magistrat de l'ENAM. Ça n'a pas de sens. J'en viens justement. Donc, pas de sens. Il faut justement qu'il y ait ce filtre-là. Et que l'entrée à l'ENAM cesse d'être une affaire de népotisme. Le népotisme. Nous avons tous vécu de manière scandaleuse les entrées à l'ENAM et dans d'autres écoles d'ailleurs, où vous voyez les mêmes noms de familles qui reviennent incessamment. Il n'est pas prouvé scientifiquement qu'ils soient les plus doués. C'est-à-dire la même famille peut faire entrer 2, 3, 4, 5 personnes. Sur plusieurs générations. Oui, à l'ENAM. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, au sein de la magistrature, déjà, en l'absence de critères fiables, objectifs, connus et acceptés de tous, on continuera de penser que la promotion, le redéploiement sont exclusivement, uniquement basés sur le marchandage ou sur l'appartenance à certains milieux, à certains cercles. Certaines coteries. Je dirais à certaines sectes. Nous sommes, s'il vous plaît. Là, c'est la sorcellerie. Bon, voilà, à certaines sorcelleries alors. Comme il dit. Donc, voilà, vous comprenez. Donc, il faudrait que, en dehors de ces critères-là, on continuera de penser que le redéploiement et la promotion sont fonction du marchandage et de l'appartenance à certains lobbies. Absolument. Or, il faut une certaine respiration au sens juridique, pas au sens médical du terme, une certaine respiration dans le corps de la magistrature, c'est-à-dire ceux qui sortent et ceux qui rentrent. Absolument. Tout cela qui permettra donc une vitalité de la magistrature, pour une justice efficace.
Merci. Il y avait Emmanuel Combe. Moi, je suis heureux de cet entretien de ce soir parce que je suis conforté parce que les spécialistes démontrent que la justice, c'est le cœur de la démocratie. Mais je crois que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas l'instance où on fait cette révolution. Il faut que ce que nous nous disons autour de cette table devienne un débat national, ouvert même au nom pratiquants de la famille judiciaire, parce que les citoyens de base comme nous ont besoin de dire comment ils ressentent la chose. Vous, citoyens de base? Bon, comme militant de base. Moi, je vais dire que, par exemple, au-delà de ce conseil dont je souhaite le succès, qui va donner de la respiration à la justice par la mobilité des magistrats, j'ai des propositions très importantes. Et regardez, député Tongo, vous trouvez dans la même ville un procureur qui a la même promotion que le TPG, qui a la même promotion que le préfet, qui a la même promotion que tel chez les fonctionnaires. Dans aucun pays au monde, vous pouvez faire la magie, vous pouvez tout faire. Le risque de conflit d'intérêts, le risque de confusion, de conclusion est énorme. Vous comprenez? Et dans les procédures de lutte contre la corruption, le déclencheur de ces enquêtes dit « Ah tiens, celui-là, il était à l'ENAM dans la même promotion que moi. » Vous comprenez? Or, je pense donc qu'il va falloir que très rapidement, non seulement dans les moyens de la magistrature, mais qu'on arrive à la formation dans une école de droit où on forme les magistrats et les avocats. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc, je souhaite plein succès et je suis dans la même ligne. Vous voyez que ça, c'est pas idéologique, que tous mes prédécesseurs, il faut qu'on sanctionne et que les moins brillants ne soient pas toujours ceux qui seront premiers. Tout à fait. Je reconnais que c'est un débat technique. Ouais. Maintenant, on va parler un peu de politique. Ah, ça. Puisqu'on introduit les spéculations autour d'un éventuel gouvernement. Spéculation à juste titre, d'ailleurs, parce qu'après des élections, je veux dire, municipales et législatives, en principe, on devrait quand même s'attendre à, si l'on s'en tient à ce qu'on voit ailleurs, à peut-être un léger remaniement du gouvernement. On n'est pas en régime parlementaire, bon, on va en parler. Voilà, c'était juste le temps de commander la transition, Eringando, pardon, et on revient derrière parler du deuxième thème. Alors disons, Joseph Diongouté, le Premier ministre, a été nommé le 4 juin 2019, ça fait exactement 1 an, 6 mois et 25 jours, dans un gouvernement de coalition, avec, évidemment, il y a des partis alliés au RDPC, 52 ministres, dont 12 ministres délégués, 10 secrétaires d'État, 8 femmes, 44 hommes. Les défis actuels, on l'a également dit, sont sécuritaires, sanitaires, politiques, puisque les élections régionales sont annoncées. Évidemment, économiques, l'une des fortes conséquences des problèmes sanitaires, mais aussi sécuritaires. Maître Fidèle Ndjoumbessi, déjà vous êtes surpris qu'après au moins les dernières élections, qu'il n'y ait pas eu cet aménagement à la niveau du gouvernement? Non, nous ne sommes pas surpris parce que les élections qui se sont tenues en février n'avaient aucun enjeu. Du moment où... Est-ce que vous n'étiez pas prêt? Ça commence bien. Du moment où le principal parti de l'opposition, c'est-à-dire le mouvement pour la naissance du Cameroun, n'était pas là. Ah non. Qui vous a classé principal parti de l'opposition? Eux-mêmes. Oui. Vous-même alors. C'est de l'autoproclamation. Vous avez un brevet en matière d'autoproclamation de résultats. Vous êtes autoproclamé président élu, vous êtes autoproclamé principal parti de l'opposition à la place du PCRN. Attendez. Vous êtes une ONG. Entendez-vous et dites-nous qui est le parti de l'opposition. Le principal parti de l'opposition au Cameroun, c'est le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Maître Bébé, ne vous faites pas des illusions. Ok. Ne vous faites pas des illusions, puisque au regard du résultat donné par le faux résultat donné par le Conseil constitutionnel... Mais vous vous appuyez donc sur ce résultat, c'est le faux. C'est le résultat qui est officiel. C'est-à-dire, on connaît que le vrai résultat, c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné l'élection présidentielle. Donc, qui le connaît? Moi, je ne le sais pas. Même dans les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, c'est au moins le mouvement pour la naissance du Cameroun qui vient en deuxième position. Mais puisque vous-même, vous avez contesté ces résultats,
Puisque vous-même vous les contestez. C'est vos résultats que vous acceptez. Mais Donc, puisque même vous les contestez vous-même. au regard de ces résultats, vous reconnaissez quand même qu'il est au moins deuxième de vos résultats. Puisque Donc, vous les avez contestés, si parlons vous ne du voulez présent. pas accepter Quel est votre positionnement aujourd'hui? Si vous ne voulez pas accepter le vrai parti, c'est-à-dire le vrai gagnant, parce que le vrai gagnant, c'est le professeur Maurice Kamto. Oui, dans les réseaux sociaux, je suis d'accord. Le vrai gagnant. Même dans les réseaux sociaux, ces organes de base ne mettent Parce que les 32 PV. Les 32 PV. Vous nous ramenez encore. Vous les avez? Ça, les 32 PV. Vous les avez? Le litige sur les 32 PV n'est toujours pas tranché. Bon, vous monsieur savez. Dipita Tongo, Donc, organisez une émission. PV Mon n'est pas confrère Djoumessi toujours vient avec les 32 PV ici. Vous voulez de cette les 32 émission? PV fabriqués. Monsieur Djoumessi, Maître Djoumessi, Non, je disais que si vous êtes d'accord, même demain, on l'organise. Non, Vous nous voulez sommes ce pas débat? surpris. On vient de parler Non, des nous 32 sommes PV. prêts. Vous Nous les sommes amenez prêts. ici? Nous sommes prêts. Ok, Alors, tenons laissez-le rendez-vous. poursuivre. Rendez-vous est donc Nous sommes pris. prêts. Ok, rendez-vous Donc, est pris demain. Maître Je voudrais Djoumessi. dire que nous ne sommes pas surpris pour un gouvernement illégitime My God. de ne pas se renouveler, et nous savons que même s'il va se renouveler, ce sera la répétition avec ses anciens alliés et les nouveaux alliés comme le PCRN, les nouveaux alliés du My Ils sont God. partis la majorité. My God. Oui, bien sûr, puisque Oui. vous souvenez que Le PCRN fait partie de la majorité. lors de la dernière élection Présidentielle. législative Oui. et municipale, la Oui. mascarade électorale qui a Oui. été organisée, vous vous souvenez que le PCRN avait fait un effet d'annonce en indiquant qu'il n'ira pas à cette élection au cas où ces dossiers ne sont pas pris en compte, puisqu'ils Merci. n'étaient pas à jour de déposer leur dossier au complet. Et ils l'ont déclaré. Et comme ils ont la complicité avec le régime... Revenons sur le remaniement. Hervé Manuel. Bon, non, on va revenir sur on a accepté leur dossier avec faute. Je considère, que le MRC je considère ça comme les pleurs. Non, du c'est MRC. pas des pleurs. Donc on peut, Pleurons pas. vous consoler, il n'y a pas de sujet. On va- Hervé Manuel Com. On va revenir sur le remaniement, l'éventuel remaniement. Mais je crois qu'il y a quand même des principes que nous devons nous partager dans un débat de ce niveau. Surtout que je suis en face de talentueux juristes, Tout à fait. n'est-ce pas? Nous sommes dans un régime présidentiel, nous ne sommes pas un régime parlementaire. Et le chef de l'opposition, c'est celui qui a le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée. Là où il y a la fabrique de la loi et qui peut... Mais ça, c'est le régime parlementaire. Mais c'est ce que je Le suis chef de l'opposition, c'est... c'est ce que- Oui, ouais. non, poursuis bien son raisonnement. Non, Moi, je ne suis pas un ventriloque, mais si tu permets que j'aille dans ce sens. Il je parlait sais du faire. remaniement. Vous savez, depuis que j'ai fait qu'écouter, Parlez je voulais du- rappeler que le SDF a 7 sénateurs et 5 députés. Vous le rappellerez tout à l'heure quand vous aurez la Je l'ai dit parole. simplement. Voilà. Laissez-moi parler un peu. On a un troisième Laissez-moi parler. premier parti de l'opposition sur le Je plateau. pense- Avec 90. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais revendiqué une place. Je n'ai revendiqué aucune place. Hervé Je Manuel prétends que Position. je dis que nous avons 7 sénateurs et 5 députés. Je n'en dis Ouais, pas mais ils plus. ne votent Voilà. pas au même endroit. Eh ben, Donc, allez-y. ce que j'ai voulu dire, Le Parlement, je ne veux c'est- pas entrer dans ce débat qui ne nous concerne pas, mais qui est quand même important, parce qu'on entend des positions. Vous ne pouvez pas refuser d'aller à une élection et revendiquer la première place. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne fait pas un concours ne peut pas être admis à ce concours. Donc, deuxième chose, c'est une pratique, c'est vrai, qu'après les élections générales, s'il y avait une alerte qui donnerait, par exemple, un mouvement sur le plan du rapport de force entre partis, urgemment, on interprète les élections. Le gouvernement est souvent l'interprétation des élections, n'est-ce pas, au niveau des élections Il reflète législatives. les résultats. Voilà, de l'état de l'opinion. Ça n'a pas été le cas. Et puis, il ne faut pas oublier que juste après les élections, nous avons eu la pandémie, Covid-19, nous avons eu beaucoup de choses. Donc, dans l'agenda politique, ce n'était pas l'urgence ou ce n'est pas encore l'urgence. Et donc, la situation qui paraissait congelée, elle simplement s'explique par ça. Mais vu l'ambiance qu'il y a maintenant, moi je vais vous aider, messieurs de l'opposition. Vu l'ambiance, vous voyez par exemple tous les pots pourris qui sont balancés sur les budgets de la lutte contre Covid-19, les journaux qui sont utilisés, instrumentalisés pour démolir les réputations des uns des autres, ça donne effectivement, comme le Dipita Tongo vient de le dire, une ambiance, un climat, une odeur d'avant remaniement. Mais
il faut être serein. Le remaniement ne vous concerne pas, M. Ndoumisi, puisque vous ne pouvez pas entrer au gouvernement. Vous n'avez pas envie de faire de la politique républicaine. Non, ils peuvent entrer. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune étudiant, nous avions une leçon en sciences des organisations qu'on appelait la spirale de la marginalité. C'est-à-dire que le jeu est au centre, input-output. Et vous choisissez de jouer dans les marges. Vous n'êtes pas dans le jeu. Vous comprenez? Donc, quand on parle de remaniement, à part le ministère du commentaire, normalement, ça ne concerne pas le MSC. Vous comprenez? Le MSC est une organisation curieuse. C'est une organisation curieuse. C'est un gouvernement illégitime. Non, attends, bon. Je ne vais pas te suivre. Tu as raison de dire que ça ne nous concerne pas. Je ne vais pas te suivre là-dessus parce que vous êtes un parti constitué d'avocats, de professeurs, de docteurs, mais vous marchez sur les principes que vous voulez que les magistrats respectent. Votre président a dit que lorsque le Conseil constitutionnel prend une décision, c'est inattaquable. Et moi, qui est en face de moi, et moi, nous avons une histoire commune à propos de décision du Conseil constitutionnel. Veuillez vous mettre aussi à l'ordre pour revenir à la politique. Non, je termine la preuve, les gens voient que nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, mon petit frère, mon jeune frère, c'est lui qui m'a ramené le jour où il y avait ce fameux conseil. Et je n'ai pas fait de commentaire. Sauf qu'il a eu la mauvaise idée de m'envoyer un collègue qui n'était pas au niveau pour me contredire dans un débat. Je ne vous envoie personne. Tu m'as envoyé que aussi. Donc, pour revenir, député, le remaniement en lui-même dans un système démocratique n'est pas une mauvaise chose. C'est un peu comme les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis, d'ailleurs vos sujets se rejoignent, le Conseil supérieur de la magistrature, parce que ça crée de la mobilité, ça donne de nouvelles énergies et il faut être aveugle pour penser qu'on va continuer à administrer la chose publique comme avant le Covid-19, qui a montré quand même, malgré quelques résiliences qui ont tenu, il faut qu'on soit imaginatif, qu'on soit un peu plus révolutionnaire et qu'on mette de l'animation dans la vie publique. Malheureusement, c'est réduit au Congo ça, où les gens qui ne sont pas concernés font dans les fake news toutes les minutes et nous disent qui entre, qui sort. Mais ce n'est pas votre affaire. Maintenant, je me réjouirais que le PCRN rejoignent cette belle famille de la majorité, je les invite, parce qu'ils ont des garçons talentueux. Il y a une chance. Hein? Ah ben bien sûr, mais le PCN a un problème. Il fait toujours une danse que je ne veux pas qualifier. J'y vais pas. Il fait la femme qu'on doit draguer, alors qu'il est totalement à l'intérieur. Cabral, il a clairement dit, on l'a reçu à l'émission face à l'actu. Il a dit qu'il entrait dans un gouvernement à condition que les propositions qu'il poserait sur la table soient acceptées. Mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est ce qu'on appelle enfoncer une porte ouverte. Parce que normalement, dans un système, quand vous comptez pour entrer au gouvernement, on vous dit, voici le projet gouvernemental, vous adhérez ou n'adhérez pas. Circuler. D'accord. C'est le nouveau allié. Donc c'est un contrat d'adhésion. Vous nous proposez un contrat d'adhésion. La question était de savoir si vous êtes au projet gouvernemental. Oui. Pas au RDPC. Oui. Nous sommes 72% du pays, puisque... Mais voilà la parole, c'est bon. Vous savez, moi je ne dirais pas que je suis surpris par l'immobilisme ambiant. Parce que ce serait faire preuve de mauvaise foi que d'essayer de dire que l'immobilisme ne fait pas partie de la nature profonde du régime RDPC. Là, c'est l'Ongwana militant qui revient. Il est conseiller municipal. Hein. C'est un politicien. On le laisse parler. Vas-y, Moussa. Donc, je dis, je ne suis pas surpris par l'immobilisme ambiant. Vous voyez, l'immobilisme est entretenu. J'ai entendu des gens parler du temps du président, le maître du temps, en évoquant les postures sui generis de Monsieur le Président de la République. Je ne suis donc pas surpris. Et je ne suis pas non plus surpris de la décrépitude, de la déliquescence de notre pays. Lorsque vous voyez le gouvernement en question, le gouvernement qui est là sur pied, le Cameroun n'a pas pu organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. On s'attendait à ce que, avec le nouveau gouvernement, que les choses aillent un peu plus vite, que rendu à ce jour, par exemple, l'intégralité des infrastructures hospitalières, routières et sportives soit par exemple sur pied. Pour que le pays puisse véritablement, pour qu'on puisse avoir le sentiment que le glissement était en réalité, était un vrai glissement, je veux dire, que c'était un vrai glissement,
qui nous permettait de nous préparer, de nous projeter. Je ne suis pas non plus surpris parce que cet immobilisme-là nous permet également de comprendre les scandales à répétition. Vous voyez que chaque fois qu'il y a une caisse à gérer, dans le cadre d'une catastrophe ou bien dans le cadre de la gestion de tout événement qui interpelle la nation, on a toujours une prévarication exceptionnelle. Il y a quelques années, on a parlé d'un plan triennal pour le Grand Nord et consorts. C'est devenu quoi? Quand on fait du budget, quand on fait des sommes qui ont été déboursées dans le cadre en question, il y a toujours une espèce d'immobilisme, une espèce d'omerta qui nous empêche de pouvoir avoir le sentiment que notre pays avance véritablement. L'immobilisme également, le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est une autre manifestation de l'immobilisme. 3 années après, on n'a pas organisé le Conseil supérieur de la magistrature. C'est devenu banal dans notre pays. Donc, me demander si je suis pas l'immobilisme, je dis que non. Je ne suis pas du tout surpris. Je ne suis pas du tout surpris et je pense que le dynamisme ne pourra naître au Cameroun véritablement que lorsque le RDP sera rendu gorge, selon l'expression qu'ils aiment si bien eux-mêmes utiliser. Ou lorsque le SDF sera au pouvoir. C'est lointain. C'est le vœu que je formule au plus haut point parce que je dois le dire, je fais partie de cette catégorie de Camerounais qui pensent que pour la stabilité de notre pays, pour la stabilité des institutions, il est également temps qu'un anglophone, je le précise, puisse prendre les rênes de notre pays. Si c'est un anglophone du SDF, ça m'arrangerait. Et même s'il n'est pas du SDF, je pense qu'il est temps également... Vous accepterez un anglophone du RDPC, par exemple? Surtout pas du RDPC. Wonderful. Donc, tout sauf le RDPC. Alors, merci. Parce que on les a vus à l'action. Puisque aujourd'hui, le gouvernement qui est là, il est chapeauté par un anglophone qui malheureusement souffre du mal systémique du RDPC, parce que l'immobilisme était un problème systémique du RDPC. Le gouvernement de John Goutte est donc entré, a été nommé... On ne peut pas accepter ce genre d'intervention qui devient un peu insidieuse. Non, s'il te plaît, maître, une seconde. Je connais bien Moussa Fangwana. Ce n'est pas un hasard quand il avance ce genre de truc. Il met un peu quelque chose de vicieux si on laisse passer. Le gouvernement n'est pas une organe de base du RDPC. Si. Le gouvernement... Jusqu'à il est quand même, je précise même. Non, revenons, Moussa, s'il te plaît, allons à un débat sérieux. C'est ce que je fais, je suis un militant libre. Et je vous dis, chaque gouvernement doit assumer les conséquences de son action. Évidemment, nous, RDPC, c'est notre président national qui est à la tête de l'exécutif. C'est pour ça qu'il y a l'instrument du remaniement. Mais quand on vous nomme ministre, comme c'est le cas de votre collègue Jean de Dieu Momo, il va falloir qu'il fasse le bilan aussi de son action. Jean de Dieu Momo est son collègue. Non, c'est ok, dans la magistrature. C'est un avocat. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas globaliser. Écoute, Moussafa, c'est très sérieux ce qu'on fait là. Il ne faut pas dire, oui, tout ce que le RDPC fait, le gouvernement fait, c'est le RDPC. Il ne faut pas dire que ce que fait l'administration, c'est le RDPC. Ça veut dire que... Même moi, militant du RDPC. Hein? Même moi, militant du RDPC. C'est ton point de vue. Non, il est président du PADEC, sauf si vous me dites c'est ton point de vue. En tout cas, ses positions. J'étais à parce que je l'ai suivi dire que si le président de la République, Paul Biya, propose une autre personne que lui, mais parce que son parti, il va toujours dire. Un parti politique a une définition. Et la conquête du pouvoir fait partie intégrante de la définition du parti politique. Donc lorsqu'un parti politique. Lorsqu'un parti politique. Yann Dion n'est pas sur le plateau. Oui, il n'est pas sur le plateau, mais il faut que je dise des choses. Non, ils se connaissent parce qu'ils ont travaillé ensemble. C'est pour au conseil municipal de Douala-Seine. Et ils fonctionnaient tous les deux. C'est pour ça qu'en son absence, il vaut mieux ne pas se Non, je donne cet exemple, Moussa, pour dire. C'est lui qui l'a évoqué. Nous devons, et je l'évoque parce qu'il fait du bon travail. Et il est représentatif de l'évolution. Non, je suis sérieux. Il est représentatif de l'évolution d'un homme politique. D'accord? Et ça, les imbéciles ne changent pas. Donc, là, ce que je dis, c'est qu'il va falloir, Moussafa, quand vous voulez, là, ce débat-là, mon compatriote Fidèle Doumbouya aussi est invité, qu'on fasse le bilan sur les objectifs, sur les activités, sur la politique que propose le RDPC. Maintenant, nous assumons les résultats du gouvernement parce que c'est notre président national qui a désigné ce gouvernement. Donc, pour dire tout, le remaniement, il y a des enjeux dans tous les camps. Non, je termine là-dessus. Il y a des enjeux dans tous les camps. Et vous avez vu, par exemple, Maître Bébé,
qui va peut-être remplacer quelqu'un à la justice. Ah bon? Ah bon? Mais vous avez aussi des gens sereins. Il y a qui d'autre? Des gens sereins. Il y a qui d'autre? Hein? Qui d'autre? Au-delà du plateau, ou même sur le plateau? Moi, je trouve que, à part le fait que le SDF est devenu à faute, Ngwana serait un bon secrétaire d'État. Voilà. Parce qu'il incarnerait le dynamisme de la jeunesse, n'est-ce pas, et l'impertinence intellectuelle, parce que c'est un garçon qui est talentueux. Et je trouve que Fidèle, dommage qu'il n'ait pas accepté les élections, parce que moi je crois que on peut le récupérer, quoi. Le MSC aurait eu des élus. Parce que le MSC aurait au moins une dizaine de députés. Ça, il faut le reconnaître. Mais vous n'y avez pas été, donc vous n'êtes pas sur la feuille du match. Merci, Yves. Maître Roger, Bébé, je rappelais donc que le gouvernement de John Gouté, c'est bien le 4 janvier 2019 qu'il a été nommé. Ça fait déjà 1 an, 6 mois et 25 jours de l'eau a coulé sous le pont. Et je le disais tout à l'heure, les défis sont quand même énormes. La crise dans le nord-ouest, le sud-ouest, qui a fortement secoué les fondements de l'État, de la nation, les questions de santé qu'on vit en ce moment, avec tous les scandales d'ailleurs qui est autour. Le ministre Manaouda est obligé tout le temps désormais de se justifier. J'ai failli dire à cause ou grâce aux camarades à l'ami intime de Maître Ngwana, hein, qui se justifie tous les jours maintenant sur la gestion de fonds Covid. Il y a les infrastructures sportives. Donc je disais, vous dites, ça traîne ce nouveau souffle. Je voudrais déjà dire que je ne suis pressenti pour entrer dans aucun gouvernement. Peut-être comme il a vu votre député au Conseil supérieur de la magistrature. Je ne suis pas pressenti. Votre président au niveau du bureau de l'Assemblée. C'est 7 ans. Hein? Il va faire 7 ans. C'est ce qu'il a dit. Comme qui? Comme tous ses prédécesseurs. Ils sont combien ses prédécesseurs? Il a un seul. Il y a au moins 2. Non. Il y a un Fogui et il y a un autre dont j'oublie le nom. L'autre chose, quand je disais tout à l'heure, de manière joviale, que nous étions le principal parti d'opposition, je sais bien compter le nombre de députés aux parlementaires du SDF, mais j'estime que permettez-moi l'image, lorsque un boxeur comme Mike Tyson, au sommet de sa gloire, monte dans un ring avec un jeune garçon, fait-il prodige de 17 ans et prend un KO, ou alors font match nul, j'estime que le jeune prodige a gagné. Absolument. Est le champion, j'estime. C'est pas que je ne sais pas compter le nombre de vos députés. Bon, pour mon ami... Je n'ai rien revendiqué. Hein. Oui, je sais. Je n'ai rien revendiqué. Et il a raison. Vous avez un bout de cristal. Attendez, il a raison. Et pour mon ami Djoumissi, je pense qu'il faut cesser de l'inviter ici comme MRC. Parce que le MRC n'a pas d'existence politique pour l'heure. Cela n'empêche pas. C'est une ONG. C'est une ONG, comme a dit quelqu'un. L'existence politique ne se justifie pas seulement par la présence à l'Assemblée ou dans je vous le permets, mais cela n'empêche pas. C'est un parti politique légalisé qui est toujours suivez ce que je veux dire. Qui est sur la scène politique suivez ce que je veux dire. les actions politiques. Ce qui n'empêche... Parce que la politique se fait pas seulement à l'Assemblée ou dans les permettez, oui. Le fait que vous soyez devenu, comme vous l'avez vous-même dit, une ONG, n'empêche pas que nous puissions travailler sur des questions transversales, des questions d'intérêt national, telles que la révision du code électoral, telles que comment mobiliser les populations à aller s'inscrire. Il faut venir aussi travailler dans la résistance. Il n'a pas dit que le MSC c'est une ONG. C'est un parti politique. Non, mais c'est un de ses amis qui l'a dit. C'est un parti politique qui l'aurait dit. C'est un parti politique qui s'est inscrit dans la logique de la résistance. Fidèle, si vous voulez travailler dans la résistance, rejoignez-nous. Regarde, voilà le problème avec vous. Voilà le problème avec vous. Mais on n'est pas là pour collaborer avec le régime illégitime. Fidèle, le débat est très sérieux. Moi, je réponds plus à ces gens. Le débat est très sérieux. Ce n'est pas en disant illégitime, président élu. C'est l'incantation. Non, ce genre d'incantation. Vous savez, le MSC est devenu une église de réveil. Vraiment, voilà. Donc, vraiment, il faut dépasser ça. Il faut dépasser. Et je pense d'ailleurs que ce discours, beaucoup de vos militants ne l'acceptent plus. Des réalistes. Donc, il faut arrêter ça. Ça vous décrédibilise un peu. C'est pas sûr, hein. Je disais donc que le vrai problème que vous avez... Parce que la plupart de nos militants... Fidèle, tu permets? S'il vous plaît. Tu permets? Non, jamais n'a dit que ça ne va plus dans la rue. Voilà. Le problème que vous avez, Fidèle, tu comprends? Le problème que vous avez et qui constitue un frein à la constitution d'un bloc pour faire face, tu vois, c'est que vous êtes dans votre piédestal.
et vous dites il faut que les autres viennent à C'est vous. l'arrogance. Cette arrogance est inacceptable. Et je pense qu'en cela, vous portez une grande responsabilité dans l'échec de la mobilisation populaire, n'est-ce pas, dans la constitution d'un bloc commun. Vous portez une lourde responsabilité là-dessus. Nous devons nous rencontrer, fidèles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, notamment les démarches que le leader du PCRN, Cabral Libi, a faites auprès de votre président. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais vous vous rencontrez tous les jours à l'université. Donc ça, Vous avez pris l'université en otage. Donc ça, c'est un problème, fidèle. Maintenant, parlant du gouvernement, hein, le retard accusé dans la constitution le retard accusé dans le remaniement du gouvernement. Moi, je trouve Mais retard par rapport à quoi? Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il n'y a pas un timing. La loi ne fixe pas un timing pour dire qu'il y a... Parce que pour dire qu'il y a retard, il faut donner les délais. Or, il n'y a pas de délai là-dessus. Le chef de l'État ici est maître de son calendrier. Voilà, juge de l'opportunité et maître de son calendrier. Vous comprenez? Même si, il faut le dire, à la sortie des élections, on peut penser que, surtout s'agissant d'un gouvernement qui fait l'objet de critiques comme celui-ci, on peut penser que le président de la République prenne en compte ces critiques et montre à l'opinion que je vous ai compris en remaniant. Vous comprenez? Que ce soit un remaniement politique, c'est-à-dire de vaste ampleur, ou que ce soit un remaniement technique, s'agissant d'un réajustement. Et quels sont les portefeuilles que vous souhaitez qu'on remanie tous les matins? Vous avez pris la parole de Djipita. Je le lui ai permis. Merci, Djipita. C'est une question piège. Parce Non, que si je dis qu'il faut remanier à la justice, il va dire que je veux devenir garde des Sceaux. Donc c'est une question piège. Non, c'est vrai. C'est une question piège. Voilà. Mais moi, je veux dire, monsieur Djipita, et vraiment c'est ça le clou de mon propos par rapport à cette question de remaniement. Pourquoi faut-il remanier? S'il faut remanier juste pour remanier, sans que ce remaniement puisse apporter une véritable alternative. Parce que s'il faut remanier juste pour faire de l'alternance, sans alternative, pour moi c'est inutile. Non, là c'est un jeu de mots. Oui. Non, laissez-le expliquer. Je veux dire que s'il faut juste changer Paul par Pierre, sans changer de politique. Mais un remaniement, c'est pas pour changer de politique. Non, attends. C'est pour faire jouer des nouveaux joueurs des hommes. Un nouveau ministre doit quand même apporter une touche. Mais il n'a pas une politique propre à lui. Je comprends ça très bien. Oui. Mais je dis qu'il doit apporter sa touche personnelle. Oui, sa manière de travailler. Qui peut impacter sur le vécu des populations. Or, si on n'a pas ça, je suis bien d'accord que c'est le chef de l'État qui définit sa politique, mais qui doit être appliquée par les ministres. Absolument. Qui doit être appliquée par les ministres. Alors, si vous avez des ministres incompétents, si vous avez des ministres corrompus... Qu'est-ce que vous appelez incompétence d'un ministre? Oh, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui les nomme. Maître Bébé, un ministre, c'est une personnalité politique chargée de faire application dans son domaine, dans son département ministériel, du programme politique qui a été proposé par le candidat. Mais s'il ne le fait pas avec beaucoup de bonheur. Attendez, c'est vrai qu'il y a des gens qui font parler. Mais les ministres qui font tout et qui s'adressent surtout aux réseaux sociaux, c'est pas ça un ministre. Vous comprenez? Je voudrais chuter. Vous voulez pourtant apprécier. Je voudrais chuter. Je parle de qui? Vous voulez pourtant apprécier. S'il vous plaît. Il parle de qui? Non, ce que je voulais dire, c'est que... réseaux sociaux. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah, c'est lui qui parle. Ce que je voulais dire. Permettez que je chute. Oui, terminez. Oui, et là, je vais répondre à ce que Hervé disait. C'est quoi un ministre incompétent? Vous comprenez? Nous avons des défis importants qu'il faut adresser. Et la touche personnelle d'un ministre est importante et visible. Vous avez parlé tout à l'heure des défis de sécurité dans la zone du Nozo. Vous avez parlé des défis sur le plan sanitaire. Économique. Voilà, vous comprenez? Prenons un exemple. Vous avez, dans le cas, parce que la pandémie du Covid nous surprend, alors que le budget est déjà voté. Vous comprenez? Maintenant, il fallait prendre une loi modificative pour essayer de corriger les impacts négatifs sur le plan économique et social. Ça a été fait. Oui, mais avec pas beaucoup de bonheur, puisque on a reconduit exactement, grand frère, on a reconduit exactement les 180 milliards. Moins 578 milliards, 18 milliards qui n'ont pas été intégrés pour faire des économies et les envoyer dans la lutte contre la pandémie. Comment ça? Oui. Puisque ces 590, ces 540 millions dont vous parlez, milliards dont vous parlez, ils sont prévus pour être empruntés. Non, je viens. Alors que, c'est là où je veux parler de l'incompétence. C'est là où je veux parler de l'incompétence ou de la touche personnelle d'un ministre. Vous comprenez? Parce que
pour trouver ces 540 milliards, on prévoit de les trouver auprès de nos partenaires, c'est-à-dire de les emprunter. Oui. D'accord? Ce qui, sur le fond, n'est pas une si mauvaise chose que ça. Sauf que ces emprunts doivent aller avec d'autres mesures, telles que la collecte des impôts. Oui. Ouais, pour les élever, nous avons estimé à 17 ou 20% de notre PIB. Comme cela se fait dans des pays de niveau de développement comparable aux nôtres. Jusqu'à 44%, mais c'est pas grave. D'accord, ok. Or, on pouvait trouver cet argent à l'intérieur. Oui. On pouvait le trouver à l'intérieur. On peut le trouver à l'intérieur sans augmenter notre emprunt étranger, à l'étranger. On pouvait le trouver à l'intérieur, notamment en essayant de fiscaliser un peu plus. Ah. Oui. Vous êtes un parti communiste. Permettez. Non. Pour terminer. De fiscaliser un peu plus ceux qui peuvent payer plus à l'État, notamment les grandes entreprises. Notamment les grandes entreprises auxquelles on fait... Les grandes fortunes, les avocats d'affaires sont d'accord avec vous. Auxquels on fait... Non, je parle pour moi. Auxquels on fait généralement des cadeaux. S'il vous plaît. Alors que... Maître Diomessi d'abord. Alors que, qu'est-ce qu'on va faire à côté? On va plutôt taper sur les petits contribuables. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, je vous relance avec une question. Je vais dire que... C'est vrai. Depuis quand même, depuis peut-être plus de 5 ans, une dizaine d'années, on retrouve quand même les grands postes. Hein. Il y a toujours ce statu quo au ministère de la Justice, des personnalités qui reviennent, le ministère du Tourisme et Loisirs, on peut citer le ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a des ministères, j'ai failli dire, ou alors des personnalités qui de tout temps et de tous les gouvernements sont... Est-ce que... L'enseignement supérieur. Voilà. Est-ce que cela ne participe pas également, je vais dire, de la volonté du président de garder... Parce que c'est un fondement pour mieux implémenter sa politique sur certains individus. Non, c'est bien visé, Dipita, parce que là, vous avez relevé ce qu'on appelle l'oligarchie, qui veut confisquer, qui a confisqué le pouvoir au Cameroun. Et ne voudrait plus, c'est-à-dire confisquer le pouvoir et pour tirer tous les avantages y afférents. Vous avez fait partie de ce pouvoir. Et sans se préoccuper. Vous avez fait partie de cette oligarchie. Sans se préoccuper du bien-être des Camerounais. C'est-à-dire ils sont là pour leur bien-être personnel. Et moi, je me réjouis du fait que Bébé, tout à l'heure, a reconnu qu'en remaniant, ça ne changera rien. Parce que il a dit il vous conforte dans le président illégitime. Il nous conforte dans nos positions de ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la résistance. Même s'il dit aussi que votre absence dans la gestion des affaires ne doit plus vous permettre d'être sur les plateaux. Non. Il faut donner la parole à ceux qui ont des choses à dire dans la constitution de l'état de droit. Aujourd'hui, vous allez parler. L'enjeu, c'est la résistance. La résistance pour faire tomber ce système. Il a reconnu tout à l'heure. Il faut faire tomber ce système. Moi, je l'ai dit. Parce que, oui, puisque tu l'as dit tout à l'heure, en remaniant, ça ne change rien. C'est une façon d'appeler à changer les choses. Donc, moi, j'appelle à changer les choses. Je suis dans la résistance. Et maintenant, je suis dans la résistance citoyenne. Il ne pas aller taper les casseroles dans la rue. Vous avez demandé. Et reconnaître que le professeur vous avez demandé au est le leader de la résistance. La résistance, aller taper les casseroles dans la rue? Non, Roger, leader de la résistance, juste pour vous relancer. Dans deux composantes. Le président Biya avait demandé au début des années 90 si vous voulez changer celui qui a apporté le changement. Vous vous souvenez bien? Oui, je me souviens bien. Il n'est pas celui qui a apporté le changement. C'est-à-dire, parce que quand on regarde sur tous les plans, quand on regarde sur tous les plans, le président Biya n'a apporté aucun changement. Sur le plan économique, le résultat est catastrophique, par comparaison au premier régime, c'est-à-dire qui était celui du régime Ahidjo. Toutes les sociétés qui ont été mises en place, ce régime, toutes les sociétés qui ont été créées par Ahidjo ont disparu. Vous savez? Oui, allez-y. Donc, et je voudrais ajouter, pour dire à Bébé, que la résistance aujourd'hui, c'est deux composants. Il y a la crise anglophone que tu as reconnue, qu'il faut qu'on règle. Et de deux, il y a le système électoral. Pour que nous puissions avoir. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on travaille ensemble? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes ouverts pour qu'on travaille sur ces deux composants. Je ne savais pas que. Ah, d'accord. Donc, je suppose. Donc, le PCRN et le MRC envisageraient une plateforme de. Un programme commun.
Non, c'est pas. Je C'est veux pas pas un juste. programme Non. On C'est pourrait un d'ailleurs travail dans la associer vous résistance. aussi. On pourrait également associer les RDPC. On pourrait associer toutes les intelligences. L'initiative de Ndieu Kamchameni qui rassemble. Non, il y a même au sein du RDPC, il y a des progressistes qui veulent que ça change. Des modernistes. Comme Hervé. Hervé. Hervé Mandiankom. Non, moi je pense, pour revenir sur le sujet, définition ce que c'est qu'un ministre. Un ministre, c'est un animateur d'une équipe, envie de réaliser un morceau du projet politique que la nation a approuvé à travers l'élection. Ce n'est pas pour minimiser sa tâche. Non, ça n'enlève rien. D'accord. Ça n'enlève rien à sa qualité. Sans vous couper, Oui. il n'y a pas eu de projet en 2018. On n'a rien proposé aux Camerounais. Ah si, On a réchauffé une histoire qui date de 87. ça fait rien. Il n'y a pas eu de programme politique. Il faut qu'on soit d'accord. Non. Non, il faut qu'on soit d'accord parce que je suis très soucieux. Peut-être que vous allez m'accuser de faire preuve de pointillisme, mais je suis très soucieux. Bon, c'est vrai. Vous venez faire une définition, mais seulement il faut qu'on soit d'accord qu'on n'a rien proposé aux Camerounais en 2018. Le projet politique de 1987 ne peut pas être celui de 2018. Merci. 31 années après. Je peux. Merci, il y avait poursuivi. Monsieur Fa, dans la science des organisations, il y a une différenciation entre l'instant, le moment et le temps. Et la programmation d'une politique se fait dans le respect de ces trois niveaux. Donc on peut actualiser ce qui vous paraît être quelque chose d'hier en pensant que les objectifs qu'on veut poursuivre sont toujours d'actualité. Revenons au remaniement ministériel. Maître Bébé a dit des choses tout à l'heure. Bon, il faut les intégrer dans le débat. Un ministre n'a pas une politique personnelle. Il ne devrait pas avoir une politique personnelle. On est d'accord Vous comprenez? Et là, je suis avec Mbana. Quand vous avez à la tête d'un ministère quelqu'un qui n'est pas proactif, qui est moumou, ou qui incompétent, joue sur le temps, et qui a une situation de congélation d'une affaire publique et qui ne participe pas à la mise en dynamique de la démocratie. Donc, le remaniement, c'est un instrument pour renouveler, donner de l'allure, de la vitesse dans l'action gouvernementale. Je reviens là au budget maintenant. Maître Bébé a dit tout à l'heure, ici au Cameroun, vous savez, autant de professeurs, mais les questions, par exemple, économiques, il les fuit. Et il les aborde avec un instrument qu'on appelle la démagogie et le populisme. Le budget n'est qu'un instrument de gestion pour l'équilibre entre les recettes et les dépenses et faire en sorte que ce qui en dépend, tel que par exemple la fiscalité, soit juste. Non, vous comprenez? Et la situation... Je voudrais ajouter, Hervé, sans te couper, que s'agissant de ce que Maître Bébé a dit sur la fiscalité, je crois que le GICAM vient de faire un rapport qui fait état de ce que les 80% des recettes fiscales reposent sur 8% d'entreprises. Oui, et même, bon... Donc, ça ne change rien à ce que je dis. Non, Maître Bébé. Sur le plan de la justice, ça ne change rien Non, du tu tout. as dit quelque chose tout à l'heure, je m'excuse pour les téléspectateurs, nous sommes très liés, Maître Bébé et moi, et voisins, donc on se tutoie, c'est pas un manque de respect pour son Non, égard. pas du tout. Tu as dit tout à l'heure, et c'est dans les programmes du PCRN, et ça commence à être répétitif, il faut qu'on prévienne cela. Tu as dit qu'il faut faire une fiscalité où on va faire payer les riches et qu'on ne tape pas sur les pauvres. C'est un peu caricatural. Ouais. Tout le monde paye l'impôt dans ce pays, à travers la TVA. Mais il faut un impôt qui ne tue pas l'impôt. Et la situation que nous avons maintenant, où vous avez le Covid-19 a créé une atteinte sur, par exemple, le chiffre d'affaires qui a baissé de 310 milliards en 3 mois, n'est-ce pas? Et la fiscalité s'assied sur la taxation du chiffre d'affaires, ce qui est contestable. Parce que les pays de notre taille, qui ont la taille de notre, ont dépassé déjà cela. Ça a entraîné une perte de 51 milliards de francs aux impôts. Donc, la réponse à une situation comme celle-là ne doit pas reposer sur le populisme en disant les riches vont payer, c'est la lutte des classes, elle est dépassée. Il faut donc trouver les moyens pour que ceux qui créent de la richesse, donc le GICAM, ceux qui créent la valeur ajoutée, ne perdent pas les capacités pour distribuer le revenu qui va être dans les ménages. Savez-vous que ce que Keynes appelait l'effet multiplicateur des revenus. Quand vous payez un salaire à votre collaborateur, il va donner une partie à la famille, il va acheter une baguette de pain, il va faire ceci, s'acheter des vêtements, il distribue dans le réseau parce qu'il faut augmenter la consommation pour que l'investissement suive.
Mais quand j'entre à la boulangerie, comme je vais le faire en sortant tout à l'heure, parce qu'il y a une excellente boulangerie à côté de STV, on ne me demande pas ma carte du RDPC pour me faire une réduction. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on aborde ces questions d'une façon objective, parce que ça nous concerne tout et ça touche à l'intérêt général. Le remaniement doit donc mettre en place des hommes et des femmes capables d'animer ce moment de notre histoire qui ne va pas être comme hier. Parce qu'il y a des remaniements qui faisaient seulement la promotion des fonctionnaires, n'est-ce pas? Il faut aller chercher de la matière dans cette jeunesse, dans cette société civile. Et il faut chercher les impertinents, mais bon, pas les casseurs. Donc, il faut trouver... La provocation. Qui sont les casseurs? C'est mon ami. La provocation. Non, parce que moi, je suis un ami de Fidèle depuis toujours. Je sais qu'il n'est pas mêlé à ça. Bon, on ne parle pas de lui, on parle pas de lui. Non, parce que lui et moi, on a un débat qui est depuis longtemps. D'accord. Je lui ai dit que cette espèce de proximité avec les vandales n'était pas très bien pour quelqu'un comme lui qui est un avocat d'affaires. Qui est vandale? Ben, tous ces organes de base numériques ou dans les réseaux sociaux qui cassent nos ambassades et tout. Et lui, il a été un de ceux qui ont dénoncé ça avant. Vous l'avez dénoncé? Le voilà. Il a dénoncé la base. C'est mon ami. Le mouvement pour la Non, il m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec le Le vandalisme. mouvement pour la naissance du Cameroun a toujours dénoncé Bon, je vais conclure sur mon sujet en disant qu'un remaniement ne devrait pas donner la place à l'agitation comme on voit maintenant. Vous avez vu des magistrats qui sont devenus des rédacteurs de tracts apocryphes. Vous avez vu des journalistes qui sont instrumentalisés pour attaquer des personnalités parce qu'ils pensent que ces personnalités, ça crée un climat malsain et qui ne répond pas à l'attente de l'intérêt général, c'est-à-dire redonner du muscle à la vie publique pour répondre aux besoins de la population. Donc, moi, les commentaires de tel qui va remplacer tel, et autour de cette table, les 3 avocats peuvent remplacer Jean de Dieu Momo. C'est pas seulement lui. C'est lui qui vise, mais Jean de Dieu Momo demeure un bon Pourquoi seulement lui? Ben, dans tous les cas, le professeur Maurice Kamto pourrait bien y retourner aussi. Vous embrayez on n'aime pas les gens qui échouent et qui reviennent. Vous embrayez sur la question de sortie d'émission. On doit terminer dans environ 9 minutes. Wow, ça va vite. Hein. Oui, ça va assez vite. Parce Non, que De façon objective, vous allez dire, mais vous prenez la question. Vous prenez la je voulais question. dire avec le mouvement pour la naissance du Cameroun, son slogan phare, c'est le changement dans la paix. Donc nous ne sommes jamais associés au cas. Ça, c'est bien. Alors, de façon objective, la question est posée à chacun, c'est la dernière question. Maître Moustapha Ngouana, je commence peut-être par vous. S'il fallait faire remaniement, selon, pour vous, à la lecture des défis, à la lecture des défis, difficultés, de l'ambition du Cameroun, au regard des moyens, que le potentiel que notre pays a. Qui sont ceux qui sont le ventre mou, qui devraient certainement en partir en premier? Quels sont ces départements ministériels au sein desquels on doit véritablement donner un coup de pied dans la fourmilière? Je pense que lorsqu'on est un bon observateur, lorsqu'on a une certaine capacité d'observation, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des ministères où ça ne va pas du tout. Et très souvent, c'est les ministères qui font le plus jaser. Je dois dire par exemple qu'il y a un ministère où on nous a fabriqué de faux observateurs. Il y a un ministère où on passe le temps à menacer. Voilà, on recommence l'émission à zéro. Hervé Manuel, je vous en prie. C'est un provocateur. Oui, mais vous aurez autant de paroles. C'est très calme. Allez-y. Où on menace les journalistes, on distribue les bons et les mauvais, points. Je pense que on fait des faux sondages dans lesquels on utilise ses cousins aux États-Unis. Je pense que c'est un ministère qui fait problème. Je pense aujourd'hui que malgré toute la bonne volonté qui peut être celle du ministre Manaouda, son ministère également fait problème. Il y a certainement, on ne peut pas nier le dynamisme qu'il a impulsé au départ de sa prise de fonction. Mais on a le sentiment aujourd'hui que la machine est complètement grippée. Peut-être qu'il pourrait être plus utile dans un autre ministère, mais pour le moment, j'ai le sentiment que ça n'y va pas du tout. Tout à l'heure, on a également parlé du ministère de la Justice. Moi, je suis avocat, j'ai ma liberté de ton.
j'ai également le sentiment que la justice au Cameroun ne fonctionne pas comme les choses devraient l'être. Tout le monde a fait le constat ici. Et si la justice ne fonctionne pas, moi je suis comme Corneille qui disait que lorsque la main faillit, on punit la tête. Ah oui. Quand la main faillit, on punit la tête. Donc ça dit que... Donc ton objectif, c'est gagner l'élection présidentielle avec 4%. Et vous aurez autant de parole. Donc, si le ministère de la Justice, mais si la justice est aussi bancale, parce qu'on parle de remaniement, on ne parle pas de changement du président de la République. Donc on parle des ministères. Bien sûr. Donc je ne suis pas en train de parler du président de la République, je parle de ceux qui impulsent la dynamique dans les différents ministères. Nous avons le sentiment, et même pas le sentiment, c'est un sentiment avéré, que la justice marche mal. Il n'y a pas un Camerounais, il n'y a pas un avocat qui peut, par exemple, être fier du rendu de la justice au Cameroun. J'ai pu vous dire que j'ai parfois surpris des magistrats se retrouver eux-mêmes en difficulté dans les dossiers qui les concernent, mais ils concernent les membres très proches de leur famille. Et ils se font faire des enfants dans le dos, même par leurs propres collègues. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de pesanteurs extérieurs qui influencent beaucoup le cours de la justice. Et ça fait problème. Surtout lorsqu'on a le sentiment que ceux qui dirigent, par exemple, ce ministère sont là depuis Mathusalem. On se dit que peut-être qu'il faudrait leur donner d'autres responsabilités et permettre à quelqu'un d'autre de venir voir les choses différemment, de manière différente. Parce qu'il y a une espèce de sclérose, cette incapacité à pouvoir s'adapter à l'évolution, à la mobilité sociale, qui transpire un peu de la très longue durée de certains à certaines fonctions. Donc, j'ai cité là quelques exemples où j'estime que, et les autres vont certainement faire mieux que moi, pour dire qu'il y a beaucoup de ministères comme ça prenons le cas du tourisme par exemple. Le Cameroun, c'est pas aujourd'hui que le Cameroun est plus attractif. Le Cameroun n'est pas attractif depuis très longtemps. Et disons-nous, quand on dit on a un ministère des Transports, le ministère des Transports, c'est le ministère des scandales, la répétition. Regardez ce que est devenu Camer. Est-ce que nous avons le transport public? Nous avons les hécatombes sur les routes au quotidien et consorts. Donc, il y a des ministères comme ça qui doivent bénéficier d'une nouvelle impulsion. Nous n'avons pas pu organiser la CAN. Merci. Et malheureusement, on n'a pas pu organiser la CAN, mais on a le sentiment que si on nous avait donné même une année, même pas le sentiment, on est aujourd'hui convaincu, que si on avait eu une année en plus, on n'aurait jamais pu organiser la CAN. C'est pas exact, mais on aura un débat là-dessus. On n'aurait jamais pu organiser la CAN. Merci, on n'aurait jamais pu organiser la CAN parce que vous le savez mieux que moi, vous qui êtes patron d'un stade de football au Cameroun. D'un site. Oui. J'ai 3 stades. Oui, vous êtes patron. Les autres vous savez très bien que l'organisation d'une compétition de ce niveau, ce n'est pas que les stades. Alors donc il y a beaucoup de... Si c'est plus de l'infrastructure sportive, j'ai l'honnêteté de reconnaître que nous sommes peut-être déjà à jour, mais il faut les hôpitaux, il faut les routes et je t'inviterai à une réunion du comité. J'en serais fort aise. Maître Fidèle Nyoubessi, s'il fallait bouger un peu, ce serait où? Oh, c'est un gouvernement de fait, parce qu'il est légitime. Tu m'ennuies quand tu... Non, vous ne dites rien. Toujours perroquet, merci. Non, vous ne dites rien. Maître René Roger Bébé. Oui, je dirais que... qu'est-ce qu'on peut attendre de... Je voudrais d'abord dire à Hervé que lorsque j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la fiscalité tout à l'heure, je ne parlais pas de tuer ceux qui créent la richesse. Je ne parlais pas de cela. Tu es l'avocat des riches d'ailleurs. Il faut merci beaucoup. Donc, et lui-même, il est déjà riche. Merci beaucoup. C'est mon voisin. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas une dénonciation. Qui n'est pas peur, les impôts vont pas le valider. C'est mon petit frère que j'adore, mais il dort bien. Merci beaucoup. Et comme vous avez suffisamment touché les magistrats tout à l'heure... Bon, je voulais juste dire que, parce que la justice n'est pas forcément... Qu'on fasse preuve de justice, qui n'est pas synonyme d'égalité. La question était sur vos propositions. Hein. Oui, je voudrais juste clarifier un point qu'on essaye un peu... Parce que lorsque vous regardez les mesures de faveur, vous savez, les avocats des riches évitent de pointer les ministères à problème. Donc bénéficier ces grandes entreprises-là. À côté du bénéfice qu'ils font,
on peut quand même se dire qu'ils peuvent encore faire un effort, grand frère, un effort supplémentaire. Mais jusqu'à présent, c'est elle qui paye, hein, Voilà. 8% Oui. d'entreprise. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, par Ils payent rapport... 80% de recettes fiscales. Monsieur. Oui. Donc ça repose sur le monde les- est Je crois maquis. même que c'est plus. ça Tout le monde est repose dans le sur- maquis. Est-ce que je peux Par dire- rapport, par par rapport- rapport au ministère qu'on devrait toucher, je pense que laissons le chef de l'État qui est maître. Parce que le remaniement, c'est-à-dire le décret du chef de l'État, le décret lui appartient. C'est à lui de dire qui va enlever, qui va remanier. En toute discrétion. etc. En toute discrétion. D'accord. Donc, certes, la nomination, c'est-à-dire le décret, n'est que la face visible de l'iceberg. Mais c'est un processus. La décision, c'est un processus décisionnel. Bon, maintenant, s'il faut aller de ministère par ministère, vraiment, nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a des problèmes à la communication, il y a des Non, problèmes. quel problème? Il y a, bon, écoutez, vous avez suivi Sismond Mais oui, aujourd'hui. S'il transgresse la loi, Non, 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 non. Il défend ses Oui, amis. mais s'il transgresse je la suis loi, fier d'avoir un s'il ami transgresse la loi, on Je utilise, peux aussi- oui, bien sûr, on utilise les canons de la loi Oui. D'accord, pour le merci. ramener à l'ordre. Non, Il y a mais des problèmes à la santé, il y a des problèmes à l'administration territoriale où tout un ministre de la République passe le temps à faire le tour du Cameroun pour distribuer des bouilloires. bon, C'est jamais vu. C'est Merci. jamais vu. moi, Hervé, je pour vais terminer. vous étonner, au-delà de l'enthousiasme des hommes et des femmes qui veulent participer à l'animation gouvernementale, Ils sont ici. Ils sont sur ce plateau? il y en a ici. Ah bon? Qui sont-ils? Il y a au moins deux. Ah bah, Donc, moi, c'est pas possible, vraiment. non, franchement, Mais vous savez que la meilleure façon de vous écarter du dire gouvernement, que vous c'est êtes- de vous vous êtes- dénoncer. voilà. Donc je crois que c'est à ce jeu qui joue. non, C'est à ce jeu alors, qui joue. non, moi je pense que il y aura un appel Covid-19. Covid-19. Et donc il faut changer la structure, la nomenclature du gouvernement. On garde, je pense que on garde les 63 ministres et non, c'est pas le assimilés. nombre, je ne suis même plus dans le nombre. Mais je crois que les missions modernes maintenant d'un État qui doit faire face à cette société nouvelle. d'après Covid-19 fait que les appellations de certains ministères n'ont plus de sens. Il va falloir les intégrer dans les nouvelles appellations de la transition écologique. Ministère de la le truc. Santé, de la Recherche Et scientifique, par exemple. j'allais en venir, et je viens maintenant pour la clé de la sélection des hommes. Moi, je rêve d'un gouvernement où il y a un homme d'affaires à la tête d'un ministère des PME ou un ministère des entreprises. Je rêve d'un bon financier qui sait de quoi il parle quand on crée, par exemple, une équipe pour animer la section finance. Donc, je pense qu'un remaniement doit être un mélange de talents, y compris des surprises, des moinas, des bébés, même des jumessiers, des hommes qui Je ne vont... suis pas demandeur. Non. Sans oublier le ministère de l'autoproclamation. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ce ne sont pas les individus comme je vois dans la presse là maintenant, tel bar, tel arrive, ça ne veut rien dire. Chacun doit savoir s'il a les capacités de participer à ce moment de notre histoire dans l'action publique, pour des raisons morales, de compétences, de surface, de dynamisme. Et le Vous grand voyez, frère se verrait bien dans quel ministère? Vous l'avez carté. Non, je dis lui, il se verrait dans quel ministère? Moi, Oui. dans le ministère, Parce qu'il a passé le temps à nous donner des ministères. Et moi, dans le ministère du bon sens. moi aussi. Merci. Maître Gona, Maître Bébé, Maître Dumessier, Emmanuel Com, merci à vous Merci beaucoup. d'avoir contribué Merci, député. à Merci. cette réflexion intellectuelle pour le plaisir de nos téléspectateurs. On espère que vous en avez appris, d'ailleurs dans la bonne humeur. Hein. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. Je peux vous annoncer que dimanche, dans le cadre de Face à l'actu, nous allons recevoir Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC. Très, très talentueux. Bonsoir.